Chères auditrices et auditeurs, sachez que l'émission que vous apprêtez à écouter évoque les personnages, les thèmes et les situations du film annoncé de la première à la dernière minute. Par conséquent, ce podcast est intégralement constitué de spoils. Si vous n'avez pas encore vu le film et que cela vous intéresse, faites-le avant de nous écouter. Cet avertissement fait, nous vous souhaitons une délicieuse écoute. Je demande une seule grâce de ta part. Puisque tu refuses de m'accorder l'amour, je céderai tout entier à la rage. On va manger des chips. C'est une pomme chip ou deux, je suis un fanat des pommes chips. Moi je suis dans le poulet. Eh ben je vois rien qu'au niveau du poulet, c'est un bordel. Je veux ta plaque, je veux ton arme et j'aurai ta peau. Autant embrasser un Wookie. Mais je peux arranger ça? C'est nous les trois connards? Non, Denis, ces mecs sont des nihilistes. N'aie pas peur, ça craint rien. Je reviendrai. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, lequel est à toutes et lequel est à tous? Je n'arrive pas à vous différencier les deux. Lequel? Thomas, t'es clairement à toutes. Moi, ça fait un moment que j'ai lâché ce game-là, mais... Vous êtes à toutes? C'est lui, vous êtes à toutes? Hein? Vous l'avez? Commandant à toutes. Commandant arrière. Bonjour. Bonjour. Je me présente quand même. Bonjour. Je suis extrêmement content de vous retrouver. La pêche est totale. Je possède le punch. Je vais mettre mes lunettes de punch. Ah merde. Je ne suis pas du tout fatigué. Je suis très content de vous retrouver pour un épisode spécial parce que ça veut dire que on se retrouve une deuxième fois dans le mois. Ça me fait donc très plaisir. Qui êtes-vous? Bonsoir, moi je suis Zezette. Oh. Et Eh vous, bien, dans ce cas-là, je serai Zizo. Et contrairement à Thomas, moi, je suis ravagé de fatigue. Ah. Et ceci dit, ça ne m'empêche pas de prendre un pied pas possible à parler ce soir donc de, Frankenweenie. Parce que oui, c'est de ça dont on va parler. Et je suis fort aise de vous retrouver tous les deux, messieurs. Bertrand, comment ça va? J'avais peut-être pas bien lu la conversation ou mal écouté le vocal. Non, pour mais c'est moi, bien ce Frankenweenie, soir qu'on enregistre, t'inquiète. Tout va bien. Bon, d'accord, très bien. Très bien. Eh bien, moi, ça va. Parfait. Ça va, je suis... je suis éclaté. Bon, on est bon. Tous les trois. On est bon. Tous les trois. Tous les trois. Mais on a vu un bon film. Vous avez sûrement... Moi, j'ai vu un... Oui. Non, moi, j'ai regardé un match. Moi, je vais refaire la blague que j'ai fait juste avant l'enregistrement, car je n'ai pas peur de dévoiler c'est très les important coulisses. pour nous. On fait 90% des blagues avant de lancer. Juste avant, tout à fait. Mais donc, c'est pour ça, je pense qu'il est important que les gens entendent. Moi, j'ai regardé France-Espagne. Voilà. Et ce ne sera jamais pas drôle. Ouais, Il bien n'y a sûr. pas un jour de ma vie où ce sera pas drôle. C'était quand même pas mal cette petite mauvaise interprétation de l'accent portugais. France-Espagne. Hein? France-Espagne. Espagne. France-Espagne. Donc du coup, chers amis ES, ce C'était soir, nous la allons blague. parler de Frankenstein. Vous avez vu le titre de la miniature. Ouais, c'était la blague la plus drôle Vous- qu'on fera ce soir, par contre, je veux le dire. Ouais, Oui, moi, je vais y aller. Là, Moi, je vais me coucher Ah. aussi avec toi. mais... Ok, je vais parler tout seul. Bonsoir. Allez, ciao. Alors ce soir, Mais on va pose-toi des parler questions, quand même. de Frankenstein, de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro qui fait partie de ce qu'on appelle le gang mexicain. Ah, c'est pas raciste Gang au moins, c'est bien. mexicain. Oui, parce qu'ils sont... Mais qui appelle ça comme ça à part toi? Ben non, plein de critiques, parce que le gang, bon le gang des Mexicains, c'est le gang des 3 réalisateurs mexicains qui ont tous éclaté en même temps, à savoir Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón et mon doudou d'amour, Dont on ne prononcera pas le nom. Alejandro. Voilà, le petit Alejandro. Du coup, oui, pour vous présenter brièvement, parce que vous en avez forcément vu 1, 2, 3 ou 4. Il a commencé par Les Chines du Diable, qu'il a fait remarquer. Ensuite, il a fait Mimic. Il a fait Hellboy 1 et 2. Le 2 était très beau. Il a fait Le Labyrinthe de Pan, qui m'a converti définitivement. Il a fait Blade 2. Il a fait Pinocchio. J'ai tenu 17 minutes. C'était ignoble. Vous aimez les enfants avec des doublages extrêmement Déjà, désagréables? arrête-toi là, non, j'aime pas les enfants. Ensuite. Et enfin, il a fait Pacific Rim.
Oh, pardon. Un de mes films préférés et que Thomas a décidé de violer. Vous pouvez l'écouter le violer pendant 2 heures. Premier épisode de la saison 2. Voilà, tout à fait. Oui, tout à fait. Du coup, Guillermo, je sais qu'on l'aime tous les 3. Oui. Mais Thibaut, Oui. pour toi, c'est quoi Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, pour moi, c'est un magicien de ce que j'ai envie d'appeler l'atmosphère au cinéma. J'ai envie d'appeler ça comme ça parce que c'est vraiment le mot qui définit le mieux son travail. C'est un gars qui s'entoure. Tout ton appareil critique, dis donc. Hein. C'est un gars qui s'entoure toujours d'équipes qui sont capables de donner vie à sa vision, que je soupçonne d'être toujours parfaitement claire et parfaitement définie et maîtrisée en amont, parce que à chaque fois dans ses films, il y a une espèce d'amour du monstre, une espèce d'amour un peu du glauque, mais du glauque féerique. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce côté-là. Je trouve qu'un projet comme Frankenstein, c'était très bien que ça lui tombe dans les pattes, parce qu'il y avait quand même un peu son nom écrit dessus. Et bon, je dirais pas ce que j'ai pensé du film. Ceci dit, par contre, il est possible qu'il y ait eu des surprises. Pas forcément toujours bonnes, on ne sait pas. Je réserve ça pour plus tard. Et pour moi, ce sera le labyrinthe de Pan, définitivement. Une merveille. Ah bah complètement. Voilà. Complètement. Zeta toutes, à toi. Non, je dirais que c'est quelqu'un qui, au-delà d'un talent sûr et certain, j'ai envie de dire, pour moi, c'est surtout que je pense que c'est un... En tout cas, je l'avais déjà dit dans les fameux épisodes de ce film Pacific Rim. En fait, je pense que c'est quelqu'un, pour faire un film d'1h30, il écrit 18 romans. On sent qu'il a un besoin infini et ça se ressent dans ses histoires, c'est que tu arrives à vite être plongé parce qu'en fait, il crée des univers fantastiques. Enfin, même quand il reprend des choses existantes, mais je trouve qu'il arrive à créer des univers fantastiques, mais tout de suite cohérents, auxquels on croit, dans lesquels on a envie d'évoluer aussi, je trouve. Et enfin, pas à tous les coups, mais je veux dire, voilà, il arrive vraiment à, il écrit plus que de raison, je trouve, et du coup, j'adore tu vois. Dès qu'on lui donne un peu de moyens, enfin, pour moi, c'est dans Hellboy 2, par exemple. Bon, là, encore une fois, c'est une adaptation, mais toute cette scène où ils arrivent dans le marché noir, où tu sens qu'en fait, il se fait un plaisir, mais infini, parce que les portes s'ouvrent en grand. Et du coup, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez lui, ce grandiloquent qu'il arrive à faire tenir dans une toute petite boîte. Voilà. Ou dans une petite bobine. Oh là là, putain, monsieur maîtrise les images, monsieur maîtrise Il y a des Doro aussi. Ces images. Car un cinéaste. Oh, Bertrand. Pardon, je vais couper court tout ce qui est en train de se passer. Toi, ton avis sur Guillermo del del Toro? Moi, Guillermo, je l'adore beaucoup. Parce que je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. C'est quelqu'un qui produit toujours de très belles images, qui a en plus cet art de maîtriser de choisir, de savoir s'entourer, de trouver les bonnes personnes pour faire de très beaux maquillages, de faire très beaux effets pratiques, donc des très beaux décors, des animatroniques, donc du coup je pense qu'ils nous parlent beaucoup aux gens de notre génération. C'est à quelque chose d'assez enfantin, c'est à quelque chose d'une maquette qui prend vie. Et en plus, il a l'art de mélanger ça toujours avec d'excellentes images de synthèse. Pacific Rim, c'est assez vieux et pourtant ça ne vieillit pas. Hellboy aussi, t'as beaucoup d'effets de VFX, mais comme c'est mélangé à du réel, ça donne quelque chose de toujours très beau. Et c'est vrai qu'il a le sens de l'histoire, même quand il écrit quelque chose de très simple, comme Pacific Rim, il arrive à le faire bien. Tu sens qu'il il aime ce qu'il écrit, vraiment, profondément. J'ai pas la sensation qu'il y ait beaucoup de réalisateurs qui donnent autant l'impression d'aimer ce qu'il fait, en fait. Oui, c'est ce qu'on avait dit dans Pacific Rim. Pardon, je te micro-coupe. Mais je vous en prie. Merci infiniment. C'est ce qu'on avait dit pour Pacific Rim, c'est que qu'on aime ou pas le film, il n'y a pas une once de cynisme chez ce personnage, dans ce qu'il crée, dans ce qu'il fabrique, quoi. Il est toujours très, très, très authentique et sincère, quoi.
On peut pas lui enlever ça jamais. Ouais. Ça m'étonnerait qu'on ait dit ça, ça a l'air un peu trop chiadé pour nous. T'as dû le Non, voir dans c'est un moi autre qui l'avais podcast, dit, un truc plus et je me intéressant rappelle, et plus j'avais bien intelligent, dit, non juste avant. Ah, d'accord. C'était lui qui l'avait dit, mais c'était Ah. un moment où il jouait avec ses excréments, par Voilà, contre. c'était juste. Oui, voilà, c'est ça. Faut pas trop m'en demander non plus. Voilà, on n'est pas des sur. D'ailleurs, je sais pas quand est-ce que je voulais glisser cette petite histoire, parce que j'ai vu ça dans C'est Toto. Combini, je crois. C'est Toto. Égal, lance-toi. Qui ouais. Non, c'est juste, je crois que notre ami Guillermo del Toro a fait une petite interview chez Combini et il racontait que quand il est arrivé aux États-Unis, il a été très supporté par James Cameron, en fait. Et ces deux messieurs qui sont parce que Cameron aussi, t'as ce truc-là, tu sens qu'il joue beaucoup avec ses jouets et qu'il aime beaucoup ce qu'il fait. Et les deux ont été en coloc pendant un bon moment. Et je trouve ça extrêmement drôle comme truc. Apparemment, James Cameron Guillermo del Toro est une des premières personnes à qui il a parlé d'Avatar. Je trouve ça trop chouette. Tiens, grave. Et du coup, James Cameron, lui, son truc, c'était d'adapter, de créer son monde Avatar. Et Guillermo del Toro, lui, c'était adapter Frankenstein. Il a toujours rêvé de le faire. Et donc, du coup, vous, est-ce que ça vous a hypé, Frankenstein, comme concept D'abord Zetatus. Après Zetatus, bien sûr. Je crois que je suis Zeta tous parce que c'est toi, t'as tout. Ouais. Ok. Tu seras désormais Shining, t'as tout. Alors, merci. Écoute, je fais ce que je peux. Alors, j'étais pas plus hypé que ça parce que je vais pas vous mentir, les films Netflix, les productions Netflix, ça fait un petit moment que j'ai lâché la rampe. J'ai vu pas mal de films qui m'ont perdu en cours de route. Et je reproche à Netflix de pas être assez sur le dos de ses auteurs et de ses réalisateurs. C'est bien de donner carte blanche à des gens, mais il faut aussi un petit peu les driver. Et je pense qu'un rôle d'édition ou de production peut vraiment aider et qui sont un poil laxistes dans cet exercice. Donc j'étais pas plus hypé que ça. Je me dis qu'un réalisateur mal dirigé, mal encadré, peut très bien se perdre en route et voilà, donc j'ai un peu cette image-là des productions Netflix, donc je me dis, tout Guillermo del Toro qu'il est, méfiance quand même, quoi. Donc j'étais pas plus hypé, un peu méfiant, je me disais que je le verrais pas forcément. Pas par choix, mais parce que je passerais certainement à côté. Donc vous m'avez dit, on se le fait et on en parle. J'ai dit, banco, c'est parti, on y va. Donc j'ai regardé Frankenweenie. Bon, et toi Thomas, France-Espagne? J'ai bien aimé surtout la 82e, cette reprise du droit de Guillermo del Toro, l'ailier droit, très intéressant. Voilà. Ok, merci. Non, rappelez-vous, à l'annonce et à la première bande-annonce au cours d'une de nos réunions, je vous avais dit, putain, vous avez vu, le nouveau film Netflix, pour une fois, va peut-être être bien. C'est vrai. Et moi, j'ai été hypé tout de suite, parce que j'ai un amour infini pour ce bon Guillermo. Je suis assez d'accord avec ce que tu disais, Thibaut. Je pense qu'ils en reviennent peut-être aussi. Peut-être, ouais. Il y a eu un moment où Netflix, il filait des chèques en blanc à tous les réalisateurs qui passaient en leur disant, faites ce que vous savez faire et démerdez-vous. David Fincher et Alfonso Cuarón. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Deux faits, des trucs Zack cauchemardesques. Snyder et puis Martin Scorsese. Snyder, putain. Voilà. Scorsese, je dirais pas, j'ai pas vu, mais... Concrètement, je pense que ils ont peut-être arrêté ce truc de faire des chèques en blanc et essayer de faire quelque chose peut-être plus réfléchi. Alors, est-ce que c'est un accident heureux ou malheureux? Je ne sais pas trop comment ils le voient, mais je veux dire, pardon. Est-ce que c'est juste un coup de bol pour eux que ça ait fonctionné cette fois? Parce qu'il me semble que le Pinocchio était déjà un film Netflix, si je ne me trompe pas. Tout à fait, et qui a eu l'Oscar du meilleur film d'animation quand même. Donc, mais je l'ai pas vu, j'avoue, celui-là. Donc non, moi ma hype était totale parce que j'aime beaucoup l'histoire de Frankenstein, mais qui est quand même une histoire un peu rococo maintenant, surtout si elle est racontée de manière classique, j'entends. Et je trouve que voilà, c'était un peu comme même la déception fut immense, mais un peu comme quand ils ont annoncé qu'ils produisaient quelque chose issu de la famille Addams par Tim Burton, qui sont quand même des univers faits pour se rencontrer, mais ça a été saupoudré de paillettes de merde façon Netflix. Du coup, je trouve que c'est raté.
même si je pense sincèrement que le Tim Burton d'il y a 20-30 ans aurait fait un incroyable Famille Adams. Mais là son Frankenweenie est pas mal, franchement. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, pour le coup, sur France-Espagne, en avant-centre, j'aurais pas misé sur lui. Et j'ai bien fait, il est sorti à la 48e. Voilà. Un coup d'épée dans l'eau en termes de pur coaching. Mais Ouais. bon, écoute. Tout à les croisés, Bien tu sûr. vois. Et donc, vous, Bertrand, la hype, quel était ce niveau de hype dont vous avez été hypé par la hype du niveau de hype? Quand on l'a appris le même jour, on était tous les deux extrêmement excités. D'ailleurs, j'ai eu des gestes que je regrette. J'ai eu des actes qui ont dépassé ma pensée. Et bon, voilà. Voilà, une table basse a beaucoup souffert. Non, vraiment, ça me faisait très envie. Et pour tout vous avouer, les premières images m'ont... Enfin voilà, cette magnifique... La première bande-annonce donnait extrêmement envie. Oui, et puis ne serait-ce que la gueule de Frankenstein là, sous sa cape là, avec son masque, c'était juste sublime. Même si je me disais, où ce que va-t-on? Je vois pas le rapport avec... c'est pas Frankenstein qui est sous la cape. Mais Rien à voir. c'est qui? Bah, c'est sa créature. C'est Frankenweenie? Ah, bien. Bien joué. Yes. Mais moi, je pense que... Non, C'est bien. moi, j'ai une théorie. C'est bien, c'est... Ouais. Le médecin s'appelle Victor Frankenstein. Ouais. Et la créature s'appelle Frank Einstein. Le père donc de Albert. Donc on peut l'appeler Frank. C'est Frankenstein. Frankenstein. Ou peut-être Frankenstein. Frankenstein. Ou peut-être Frankenstein. Ou Margaret Thatcher. Frankenstein. Oh, bah. Peut-être. Ou Jonathan. Jonathan. Ah oh. Ou Jacob. Repensez au film et imaginez qu'il s'appelle Jonathan. Jonathan, Il s'appelle Jacob Elordi. Jacob. Ah, d'ailleurs, c'est une question que je me suis posée dès le départ. J'ai entendu le casting. On va enchaîner sur le casting. J'attaque du coup. J'ai entendu qu'il y avait Jacob Elordi qui jouait la créature. Je me suis dit déjà, pourquoi 2 personnes? Et au final, je ne l'ai pas vu. Personne et un groupe de musique. Non, si je peux me permettre, ça en fait 6 du coup. Hein, parce qu'il y a un batteur, 2 guitaristes, un bassiste, un chanteur et Jacob. Un clavier aussi. D'accord. Oh, c'est possible. Ouais, 6-7 quoi. Ok. D'accord. Du coup, effectivement, pourquoi 6 personnes pour jouer une créature? Oui. Et puis, je suis désolé. Pour moi, on me dit que l'ordi vient. C'était pas le costume que j'attendais. Non, bien sûr. Ni hard rock, ni alléluia, la déception est totale. Même pas un trophée de l'Eurovision, rien du tout. Non. La déception est absolue. Très déçu. Donc première déception qui pastiche un peu Goire. Voilà. Une mauvais groupe de reprises de Goire. Non, c'est terrible. C'est terrible ce qui s'est passé. Déjà, la première déconvenue, en ce qui me concerne. Déjà, oui. Non, plus sérieusement, ce casting est complètement ouf. Vrai. Et là encore, c'est un coup très Netflixien de foutre autant de pognon dans un casting qui a dû coûter un méga bras. Du coup, dans l'ordre, Jacob Elordi, ça fait déjà 6 personnes. Si je peux me permettre, je rebondis un peu sur ce que tu dis. Vous l'aviez vu avant? Je suis persuadé d'avoir vu sa tête, mais je n'ai rien vu. Oui, moi j'ai vu des extraits de Euphoria, et je crois qu'il joue dedans. Ah oui, j'ai vu des extraits. Oui, tout à fait. Et surtout, j'avais vu un film avec... putain, c'est terrible d'être fatigué. Gary Keoghan et lui, entre autres. Et je me rappelle plus du nom du film, c'était sur Prime Video. J'allais dire Saltburn, mais c'est pas Saltburn. Bref, c'est un autre film. Ah si, c'est ça, il y a Saltburn. Ouais, mais j'ai pas vu Saltburn. Ah, attends, c'est peut-être Saltburn que j'ai vu. Il y a Gary Keoghan dedans ou pas? Ah bah écoutez, fact-check-moi ça. Oui, tout à fait. Okay. Tout à bon, fait, ben voilà, donc j'ai vu Saltburn, qui était vraiment pas mal. Et donc, Jacob Elordi dedans, il a quand même... c'est un gars qui fait, sachez-le, 1 cm de moins que moi. Donc, un bébé cadom à mes yeux. Oui, enfin, et 1700 km oui, aussi. 1 cm en hauteur et 1700 km en largeur de moins que moi. Et car je suis désormais homme tentacule, hein, c'est terminé. Et non, et voilà, donc oui, il a vraiment un côté terriblement magnétique, ce gars-là, et je pense qu'il ira loin. Il est très animal dans sa façon de bouger dans le film. J'adore la façon dont il bouge. Ouais. Donc je ne sais pas s'il a vraiment cette façon d'être très désingardé, un peu chewing-gum en vrai, mais et tu l'avais également vu dans la bande-annonce de Frankenstein, vu que tu as regardé Frankenweenie. Absolument, oui, c'est ça.
mais il est incroyable dans le rôle du chien ressuscité, ceci dit. Du coup, je sais pas comment ils l'ont compacté pour le faire aussi petit. Hein. Bon, après, avec des ordinateurs, petit, tu fais hein. tout ce que tu veux aujourd'hui. Mais non, mais parce que Puis c'est un il est venu avec acteur l'ordi, avec total. c'est pratique. C'est un acteur total. C'est devenu un épagnol et il est décédé Voilà. pour le rôle de. Et Frankenweenie. il a mangé exclusivement des Friskies pendant plus de 6 ans pour préparer le rôle. C'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Donc, Et Christian Bale était prévu au départ aussi, mais du coup ils l'ont passé sur un autre film où il jouera Ouais. Frankenstein. The Bride. Et du coup il est en train de manger des croquettes parce que lui aussi n'a pas compris de quel film on parlait. parfait. Donc, C'est ça. Par contre, il s'est mis à travailler ses coups francs aussi, pour être sûr. Oui, au cas où. Là, du coup, il a joué pendant 12 ans au Real Madrid pour préparer le rôle. Et finalement, je crois qu'il n'a pas été pris parce qu'il a perdu en Ligue des Champions. Et voilà. Donc apparemment, ils ont annulé. Oui, le tout à projet. fait, en demi-finale. C'est Ouais, ça. du coup, Oui. on a aussi Oscar Isaac, hein Oscar Isaac qu'on aime tous, Absolument. hein, Oui. qui malheureusement est allé se perdre dans Star Wars, mais qui a fait des choses incroyablement. Je l'ai J'ai pas Arrêtez, vu Star Wars. c'était un des bons rôles de Enfin, Star non, Wars. C'est vrai. C'était Ouais. que je me suis fait la réflexion dans le film, je me disais. Je regardais, puis moi je me disais, mais en fait, je l'aime bien dans Star Wars quand même. Et je te jure, à un moment, je me suis vraiment fait la réflexion en disant, mais finalement, je crois que je l'ai même bien aimé dans Mais Star oui. Wars, on le voit pas assez. Et je me suis dit, est-ce que ça aurait pas le coup de faire une Director's Cut Poe Dameron? Du coup, ça ferait un truc de 25-30 minutes, et franchement, ce serait sympa. Parce Bah que oui, je comprends. parce que finalement l'ouverture de l'épisode 8, c'est en grande partie lui, et Ah, c'est bah, très, bien sûr. c'est très agréable. Effectivement. C'est... Et Bon, donc du coup Oscar Isaac. Oscar Isaac on ne le est là présente qui va un peu jouer dans la démence d'une certaine manière, ce qui va un petit peu rappeler le rôle qu'il avait eu dans Moon Knight, la série de Marvel, qui n'était pas un chef-d'œuvre, mais dans lequel Ah, lui mais était qui pas mal. oh, du tout. j'avais beaucoup aimé. Oui, et puis son homonyme, sa némésis, dont je ne vais pas retrouver le nom, je vais chercher d'autres adjectifs. Ethan Hawke. Oui, Ethan Hawke, merci, bien sûr, qui était qui est incroyable. toujours brillant depuis son retour. C'est fou. J'adore. C'est fou. Ouais, non, après, ouais. Je trouve, et puis pour le coup, c'est vraiment un acteur qui fait ce qu'il veut. Hein. Tu peux le faire en l'espace d'une semaine, le faire jouer dans un film d'horreur, dans une comédie, dans un film d'action, il sera bon. tout Ouais, le c'est temps. ça. Qui a une cote de sympathie incroyable, toujours pas de MeToo. Non, c'est vrai. On peut quand même le Exactement. préciser. Aucune shitstorm. Même pas la petite main, pas une petite main au cul, pas. Pas du tout. Écoute, pas un petit on bisou, s'accroche, mal placé. on continue d'y croire. Hein, On espère. On espère. On Il espère, parce faudrait. Actuellement, il fait faudrait partie du club des 4, des 4 acteurs qui n'ont pas d'affaires Ouais, ça. de mœurs au cul, hein, finalement. Mais il a que Non, il prend 2 trois, places. en plus excusez-moi, de- 3. 3. Attendez, non 4, c'est une hystérique. Attends, je vais essayer autre chose que ces news pour voir. Non, 2, pardon, excusez-moi, 2. 2, il y en a dont, deux qui sont dont partis. une personne ne sait. Ah, Pedro Pascal. Ah non. Oscar Isaac était consentant. Ah non, mais. Euh, Ah oui, non, c'est bien ça, 2. C'était bien Jacob et Lordi, et du coup, c'était vraiment une personne. Donc c'est bon. Excusez-moi. Non. Si. En hauteur, on est obligé de dire que c'est au moins 3 personnes. Non, je trouve pas, mais ok. Et pour moi, il est petit. Toi, tu seras le premier à voir sa calvitie. Exactement. Dans le casting aussi, d'autres personnes, plus brièvement. Lars Mikkelsen, bien sûr, le frère de Mads. Le beau. Le frère de Mads. Ouais. Oui, enfin, il Qui y est, a le beau et pour le ceux moins qui beau. savent, mon ami Raph. Mon ami Raphaël, c'est son sosie. Ah ouais. Il est beau comme lui. Voilà, pour Mais ceux alors, qui il le connaissent, incarne si quel Raph rôle nous du coup écoute. Je me suis pas intéressé au casting. Il joue le Eh ben, c'est le capitaine du capitaine. bateau. Lui, bon, il est du navire. Ok, c'est bon, je ne peux que me ranger Ouais. à vos côtés. Autant je le trouve Raphaël très très beau, autant Lars, je le trouve pas si beau que ça. Non, il est beau. Mais Oui, il est- mais c'est un il excellent a, il a acteur. mais parce que Raph, déjà, il est magnifique, forcément. Bah oui. Pour ceux qui savent, bien entendu, on vous Ah mettra oui. pas de photos, vous avez qu'à faire vos propres recherches. Ah, exactement. Mais je trouve qu'il Cherchez a, Raph. il a un truc de fou. J'adore. Je pense que La barbe. il est sous-coté, Lars Mikkelsen. Je pense qu'il faudrait qu'il ait il a l'aura de son frangin, je trouve. Voilà, De je ouf, l'aime ouais. beaucoup, moi. Notamment dans House of Cards, il jouait une sorte de Vladimir Poutine. Il était Tout à époustouflant. fait. Ça, Bref. ils ont joué ensemble dans je ne sais plus quel Star Wars. Rogue One. Ah bon? Ils se sont partagés l'affiche. Ouais. Mads Mikkelsen, que je il ne était dise que pas de dans Rogue One. bêtises. Oui. Et du coup, lui, il a joué. Non, parce que non, lui, non, attends. Lui, il joue dans une série. Ah, dans Ahsoka.
Autant Ok. pour moi. Il a joué dans la série Ahsoka, il fait l'amiral Throne. Ah, c'est lui qui incarne Ah oui, mais oui. L'amiral Throne bien sûr. n'apparaît pas dans, Non, dans les films. Star Et Wars. il joue surtout à la base, il était dans Star Wars Rebelle et c'est lui qui fait la voix de Throne. Ah ouais, d'accord. Tout à ok. fait. Ah oui, donc ils ont. Et ce qui est repris, très drôle, c'est quand c'est tu bon. regardes sa carrière, il passe de films bien américains à d'un coup Vikrutflu. Oui, ouais, je l'ai notamment vu dans un téléfilm où justement il produisait ce genre de bruit. Il a joué dans Witcher aussi apparemment. Ok. Non, Il jouait Son of a Witch. c'est un jeu vidéo. Ouais, c'était pas obligatoire parce que c'est pas bien. C'est un jeu Voilà, c'est vidéo, dit. Non, tout mais à fait. c'est dit. Voilà, bon, ben. Oui, mais après. En fait, c'était un podcast de même le Witcher. C'est parti, c'est maintenant. Ah, tu le fais vachement bien. attends, mais- Voilà, bah, c'est. chanter comme ça, on dirait du. Du Franck Dubosc rempli Bercy. Je sais pas Exactement. ce qui se passe. Les gars, en avance par pitié, je ne sais plus ce qui se passe. Allez, on avance. Il y a aussi David Bradley. Est-ce que vous savez David qui est Bradley David Bradley? Le Oui, c'est frère. le frère de Guy Bradley. Ok. C'est l'acteur qui joue Rusar dans Rusar. Ah, et qui joue aussi Walder Frey. qui joue aussi Dans Game of Walder Thrones. Frey, tout à World fait. of Frey. Et il joue là-dedans Qui- J'ai pas vu. Il joue là-dedans, il joue le grand-père aveugle. J'ai mis du temps, c'est Rusar. j'ai mis un petit quart d'heure à me dire je connais Bah, cette c'était un gueule. personnage sympathique. J'ai pas pu, je pense, assimiler les deux personnages. Oui, bah oui. Pour une fois qu'il joue quelqu'un de sympathique. Oui. On l'avait jamais vu faire ça. Jamais. Quel C'est est vrai. pour vous le meilleur Si, rôle faudrait chercher. de cet acteur? Moi, je dirais, je regarde un peu sa filmo. Probablement, vu qu'il a joué dans le dernier pub avant la fin du monde, c'est clairement dans ce film-là. Ah merde, je l'ai pas vu celui-là. Faudra que je le regarde un jour. Hot Fuzz. L'un de mes plus grands fous rires devant ce film, avec notre. C'est pas celui qui parle avec. Si. On comprend pas. Ouais. On comprend rien, oui, mais oui. c'est lui. Et au moment, Ah, il est il y a parfait. une séquence où, avec donc Thomas, ça n'est pas une. On ne sait pas du name dropping à la con, c'était notre invité sur Hook, qui nous a valu un fou rire de dingue, parce qu'il y a un moment, une séquence, où il trouve une mine dans son jardin, une énorme mine avec des pics, un truc qui fait la moitié de sa taille. Et il est là en train de parler comme un vieux fermier de local. On comprend pas un broc de ce qu'il bave, ce pauvre garçon. Et il a son fusil vraiment comme une espèce de vieux fou allié à côté de sa mine. Il donne un grand coup de fusil dedans, genre un grand coup de crosse, en balançant des saloperies, mais on ne sait pas dans quelle langue. C'est à hurler de rire. Son delivery est sublime. Donc pour moi, ce sera éternellement ce mec-là. Et c'est chouette qu'il ait eu ce qui lui a un rôle positif parce qu'il est extrêmement touchant dans Frankenstein. Voilà, oui, c'est oui. Parce que quand même, c'est terrible de se dire que ta carrière vaut pour ta pure méga sale gueule. Ah bah, je Ça, n'aurais c'est que. infernal. Michael Ironside, hein. Ouais, mais Michael Ironside, il a une sale gueule, mais il est beau en même temps. Oui, et était puis beau, dans Mère de ouais. famille, il était Ah, super, oui, moi, je d'accord. trouve. Ah ben André le Géant alors. Ouais. Qui a fait Ah 4 oui, films, mais qui était dégueulasse. juste connu parce qu'il était affreusement grand et Ouais, vilain. ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, Je pense que si tu cherches, il y en a plein. Si le mec, ah putain, il y a un acteur des années 80 qui est connu juste pour ça. Pour ceux qui savent, il fait le méchant de Tango et Cash avec Ah oui. Stallone et Kurt Russell. Oui, oui. Il s'appelle c'est Zdar, quelque chose d'Ar. Ouais, qui a une je sacrée sais pas. ganache, ouais. Robert Zdar, qui a en fait cette mâchoire de fou là, et il a une tête incroyable. En fait, c'est les gars qui font toute leur carrière juste pour ça. T'en as plein. Brian James aussi, si vous cherchez, qui était connu juste parce qu'il avait une sale gueule. Dans les années 80, il y en avait pas mal comme ça, qui avaient vraiment des sales gueules de cinéma, quoi. Et pareil, vous qui êtes, enfin toi Thibaut qui est fan de films d'horreur, celui qui joue dans La colline à des yeux là, qui a une tête d'œuf avec un œil qui part Ouais. en couille et Ouais. Et lui, c'est pareil, il est connu essentiellement parce qu'il avait une sale tronche, hein, Oui, oui, oui. avec pas- tout le respect que j'ai pour lui. Mais t'en as plein, ouais, des comme Pas ça, des mecs qui très ont vraiment des têtes, ils ont plus des têtes à faire des films d'horreur. quoi. Ou à faire de la radio, comme on Oui, dit. voilà, c'est ça. On va faire un podcast finalement. On en se est trouver des amis moches. 3 bons exemples. Sauf Des 2 d'entre belles nous. trognes de Et chiottes. je dirais même 2 d'entre vous, mais je n'en dirai pas plus, histoire de conserver un petit peu de mystère. C'est vrai qu'il y en a un qui est très beau, mais on ne dira pas qui c'est. Et enfin, Charles Dance. Vous Ah voyez qui oui, c'est bien sûr. C'est- Tyrone Tyron Lannister. Lannister. C'est- Tywin, Quel est, Tywin d'après vous, Lannister. le meilleur rôle de Charles Dance? Ouais, non, je sais qu'il a joué dans des millions de trucs, je les maîtrise trop Ouais, peu, attends. hélas, donc je ne vais pas pouvoir répondre à cette Il est question. toujours parfait. Eh bien, ce serait, pour moi, c'est Benedict dans Last Action Hero. Ok, j'ai pas le De souvenir. C'est le méchant de ouf. Last Action Hero, l'homme à l'œil de verre.
Exactement, avec le petit smiley, il est incroyable. Tout à fait. Exceptionnel dans ce rôle. Un acteur anglais qui a une carrière qui dure depuis... Oui. Depuis Shakespeare, je crois. Hein, À mon avis. Ouais. À mon avis. Ouais, je pense Et que du coup, il se retrouve avec David Bradley depuis Game of Thrones. Mais du coup, ouais. Ah non, depuis Hamlet. Depuis Hamlet, depuis la première version Oui, d'Hamlet. non, mais là, il se retrouve depuis la dernière fois. Ah oui. Non, après, effectivement. Et enfin, bien sûr, l'acteur... Tu joues dans Alien 3 aussi. Ah oui, vrai. 3. Il joue dans Alien 3. Alien Oui. 3, il fait le médecin. Ah Celui qui récupère Ripley. Cette Quelle bonne gueule, réplique. quelle classe Cette ce bonne mec. réplique. putain. Ouais, Ouais, j'adore de ce ouf. mec. Pareil, c'est difficile de lui De faire ouf, jouer et un en- gentil, mais bon, voilà quoi. Oui, c'est vrai. Ah, mais je crois que personne n'a jamais essayé, en fait. Ils ont pas osé. Peut-être Bon, que avec quand une il avait carrière comme 14 ça, ils ans, ont peut-être essayé sans faire Oui, exprès. oui, C'est oui. peut-être arrivé sans dans faire un exprès. porno comme ça. peut-être sûrement. dans un... C'était lui qui faisait... Ouais, c'est ça. Le gentil pédophile. Ah, c'est dégueulasse. Ouais. Allez. Et enfin... c'est... Ouais, tu le mettras en arrière comme ça, tu sais, Ouais. avec quelqu'un qui parle par-dessus. Je fais gaffe. Non, pas du tout. Et enfin, ce bon Christophe Valls, Ah oui. qu'on aime tous, Bah, bien sûr qu'on l'aime. qui est un- Tout à fait. C'est lui pour le Il n'est coup... pas du tout fait pour être brun. Hein. Je trouve qu'il a une gueule affreuse dans le film. Ah, mais il a une gueule vraiment affreuse en pas général. une tête à avoir. Oui, oui, non, j'entends. Attention, ça reste Christophe Valls et je l'aime d'amour, mais le brun ne lui va pas du tout. Pendant tout le film, je dis, ah non, c'est pas possible. Il peut pas avoir cette gueule. Enfin, voilà. Du coup, je l'ai regardé après parce que je faisais trop de bien. T'as réagi comment quand on lui a fait une passe en profondeur, du coup? Ben là, pareil, tu vois, moi, je l'aurais fait sortir à la 60e. Ouais. Ouais. Mais quand tu vois qu'un caviar comme ça, il le transforme pas, moi, je pense qu'à un moment donné. Ben voilà, il y a un moment, bon, Christophe Valls, il joue avec l'Allemagne et puis c'est oui, marrant. voilà. Mais là, France-Espagne, Allemagne, ça Non, marche pas. c'est ça. Le terrain était encombré, hein, je vais pas vous mentir. Oui. Voilà. Bon, ce casting, il était sublime. Il était Mais sublime. l'image... Et il nous manque quelqu'un quand même. Merde, qui? Il y a Mia Goth qui est la Scream Queen extrêmement à la mode. Alors, je me suis pas arrêté sur elle parce qu'à vrai dire, c'est la première fois que je la vois. Et, Alors moi aussi, Moi aussi. pour le coup. Mais, Et je mais ne la sais connaissais que- pas avant. Autant Jacob Elordi, je ne l'avais jamais vu, mais je n'entends parler de lui que de lui depuis 2 ans. Autant Mia Goth... Ben, j'entends beaucoup parler d'elle Et, aussi. alors, mais elle- j'ai pas Ouais, vu de moi, film pareil. avec elle. Alors, je vous prie de m'excuser alors. Alors elle fait la... Je sais qu'elle est dans ce qu'ils appellent la trilogie X, là, avec Maxine, Oui, c'est ça. X et je ne sais plus quoi, là. Elle joue également dans le prochain Nolan, l'Odyssée. Apparemment, je viens de voir à l'instant qu'elle est également au casting du prochain Star Wars de Sean Levy. Ok. J'ai très peur. Et voilà, elle a Ouais, fait ça. beaucoup de trucs d'horreur. Et également, je sais qu'elle est annoncée depuis 3500 ans à peu près au casting du film Blade. Ah bon Ouais, elle est censée faire Lilith, qui est un personnage assez important de l'univers Marvel. Écoute, ils ont encore dit il y a pas longtemps, non, mais le film il est pas annulé. Ouais, mais enfin, vous l'avez annoncé il y a 7 ans quand même, les gars. Vous Non, l'avez mais on teasé y il y a travaille. une petite paire d'années aussi. Hein. Donc, Oui, parce que du coup, c'est devenu Sinners entre temps. Ah ouais. Ce qui est pour de vrai, ouais. En fait, donc le réalisateur, j'oublie toujours son nom, le réalisateur de Sinners, Ryan qui a Coogler. réalisé, Ryan Coogler. Coogler, qui a réalisé les Black Panther, était donc annoncé, lui et Destin Daniel Cretton, un des deux en tout cas, qui font partie de la clique Marvel, était annoncé à la réal de Blade. Il y avait pas mal de choses qui avaient été avancées sur les costumes, parce que du coup, le film Blade était censé passer à peu près à cette période-là. Ok. Et donc, ils avaient avancé sur les costumes, les décors et tout ça. Et du coup, rien ne se perd, tout se transforme. Ça a été récupéré pour le tournage de Sinners. Donc, pas mal de décors et de costumes apparaissent du coup dans Sinners. Et c'était des trucs prévus pour Blade. Et qu'est-ce que vous avez pensé de son rôle du coup dans le film? Ça révélerait un peu mon goût pour le film. Ok. Alors on a, Donc, du on coup, je attend. ne répondrai Moi, pas. je peux donner un avis sur son rôle sans me prononcer. Je ne suis pas du tout un expert de l'histoire de Frankenstein. Je connais les grandes lignes, je l'ai pas lu l'histoire de Mary Shelley, mais j'ai vu ce qu'en avait été fait, j'ai vu quelques trucs, mais je ne l'ai pas lu et je suis pas ultra calé. Je ne sais pas du coup si ce personnage existe ou pas dans le roman. Mais j'avais plus l'impression de voir le personnage de Winona Ryder dans le Dracula de Coppola. On est complètement d'accord. Voilà. D'autant Donc, que, je ne sais- petit spoiler, il y a la dernière scène de cette actrice, sans dire ce qui se passe. Il y a une petite note, je l'ai vu avec mon frère, tous les deux, on est très fans de Dracula de Coppola. On s'est tous les deux regardés sur 2 petites notes, on s'est dit, ah,
Là, il fait clairement référence à Dracula. C'était très rigolo. On aurait dit la BO de qui est polonais. Ok. Voilà. Ah, bien. Excuse-moi de t'avoir coupé, Thomas. Mais non, après, voilà, en revanche, je trouve qu'elle a effectivement quelque chose. De ouf. On sent qu'elle dégage quelque chose de je ne sais pas quoi. Mais elle dégage quelque chose. Là, apparemment, elle commence quand même à faire donc beaucoup de bruit. Je me dis quand même, si on la voit dans Star Wars, dans le prochain Nolan, qui s'annonce quand même comme une fresque absolument gigantesque, il y a moyen qu'elle explose vraiment aux yeux du monde. Donc, non, après, moi, pour le coup, le casting, je le trouve parfait. Ouais, il est ouf. Voilà. Mis à part Christophe Valls en brun, que j'ai trouvé tout à fait. Donc tu l'as préféré sans sa perruque, finalement. Oui, d'accord. Oui. Après, moi, tu me connais, j'aime les gens avec des croûtes. J'aime les croûteux. Les croûtes. Les croûtes. Ok. Attendez, les gars, attention. Oui, c'est pour ça que je voulais éviter de trop en dire. Mais voilà. Donc du coup, on a parlé du casting. Donc du coup, Guillermo, on l'avait déjà remarqué, a l'art de bien s'entourer. Et aussi, on en a parlé en introduction, il a quand même l'art de la direction artistique et des effets spéciaux. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et on inclut la photo. Bien sûr. Avant de te répondre, je vais continuer à essayer de chercher des défauts à tout ça. Et puis je reviens vers vous très vite. Ok, Thomas. Moi, je prends ma BX, j'embarque Thibaut et je vais Merci. chercher des défauts. Très bien. Non, c'est démentiel. J'ai l'impression qu'il n'y a pas un plan qui n'est pas bossé, qui n'a pas été bossé 10 ans. C'est fou. C'est fou. Le film est beau, les lumières sont dingues, elles sont absurdes. C'est fou. C'est merveilleusement monté. Les cadres, c'est des tableaux. Attention. Non, mais là, je parle uniquement de l'aspect technique. J'ai probablement des trucs à redire sur le reste, mais je parle de l'aspect technique. Franchement, mes craintes n'étaient pas fondées, en tout cas concernant cette partie-là. Je trouvais ça absolument extraordinaire. Je me suis juste fait une réflexion, et là je vais avoir du mal à pas spoiler, au moins un micro-passage. Ça va être il y a vraiment une scène où je me suis fait la réflexion, je me suis dit mais tiens, à quel moment ils ont réussi. Il y a juste une scène qui a réussi à passer à travers les mailles du filet de la jollité, j'ai envie de dire, de la potence. Je crois que j'ai une petite idée de ce que... Ouais, oui, moi aussi. Pour ne pas spoiler, une créature qui passe à travers un anus et qui tombe dans l'eau. Qui passe à travers un anus de pierre et qui tombe dans l'eau. Ah, d'accord, ok. Je pensais non, pas je à pensais ça. pas à ça. Je pensais une scène avec des animaux. Voilà, je pensais à ça aussi. Ouais. Ah ouais, non, ouais. Ça là m'a moins choqué. Moi, c'est vraiment une scène de fuite. Ouais, je vois. Voilà, où là, je me suis dit, ah ouais, oui, voilà. Et là, je me suis dit, ah oui, quand même, là, c'est pas très beau. L'incruste, elle est pas ouf. Et j'ai pas compris pourquoi cette scène en particulier avait un peu échappé à la vigilance des animateurs. Mais le film, après, ouais, non, pour le coup, je suis entièrement d'accord avec Thibaut, il est superbe de bout en bout. Parce qu'en plus, il paraît que Guillermo del Toro est quelqu'un d'apparemment très, 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 très fatigant pour les gens qui travaillent sur les effets visuels. Et apparemment, VFX comme réel, il est là tout le temps. Mais ça m'étonne pas, c'est ce que je disais, il doit avoir une main mise sur sa DA. Il refuse tout. Ah ouais, non, il ne laisse rien filer, apparemment. Bah ça se voit. Et toi, du coup? Parce que moi, je époustouflé, sublime. D'autant plus qu'on y reviendra dans la partie non spoil. Pour moi, il y a quelque chose d'extrêmement surprenant dans ce film par rapport à son thème. Mais oui, c'est du bonbon, les décors sont époustouflants. On retrouve le côté Guillermo del Toro où t'as l'impression d'être dans une maquette par moment, d'être ou quasiment une peinture. Il y a quelque chose de très enfantin et en même temps de très très beau. Tout est très tiré, tout est le moindre espace. D'ailleurs, je vous recommande aussi de voir le documentaire. Oui, je l'ai pas regardé, mais j'ai vu qu'il y était. Ouais. Notamment la décoratrice qui parle à un moment du bureau de Victor, ça m'avait impressionné pendant le film, mais là il s'y arrête un peu plus, c'est époustouflant, c'est incroyable de détails, tout est magnifique quoi. Mais bon, c'est Guillermo del Toro, pour moi il s'est jamais planté sur ce pan-là du visuel, donc voilà. Sur ce labyrinthe de pan-là. Juste, est-ce que je refais un petit retour en arrière sur le tout début. Là, comme ça au débeauté, donc on exclut Frankenstein au cas où, Frankenweenie aussi, pour ne pas spoiler, mais Frankenstein aussi ainsi que Frankenweenie.
quel est votre Frank film Epstein aussi. préféré de Guillaume Dutor? Le labyrinthe de Pan. On a déjà répondu avec Thibaut. Le labyrinthe de Pan. Mais vraiment, On l'a fait déjà sur la fois d'avant? Non, Je sais pas. c'est Sur juste, l'épisode c'est juste précédent que t'es le seul qui a pas répondu à cette question en fait. Ouais. Thomas. C'est vrai. Ah d'accord. Mais En quand début ça d'épisode. C'était quand Bah, ça? parce que Thibaut a fait. Je réponds à la question qu'on m'a pas posée. Le labyrinthe de Pan. Et je lui dis, je suis d'accord avec toi. Ah, je n'ai pas entendu. Ouais, ça s'est Je passé très dormais à vite. ce moment-là. Pour Très vite. Comme une passe D'accord. Très bien, bon, ben voilà. en retrait. Et du coup, toi, Thomas, c'est lequel ton Pacific préféré Rim. Non, moi je ne répondrai pas à cette question. Tu boudes Non, Oui, c'est ouais, Pacific je sais. Rim, moi, mon préféré. C'est un Non, non, mais enfoiré. vrai, j'avais pas. Non, non, c'était vraiment parce que je voulais savoir. Moi, écoute, non, moi, je pense que c'est. Blade 2 ou je sais Hellboy pas. 2 Hellboy Ah. 2, je pense. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'adore Blade 2. J'aime beaucoup le Hellboy. J'adore Mimic, qui est celui avec lequel je l'ai connu. J'ai trouvé ça exceptionnellement cool. Et je vous avoue que je n'ai pas vu le Labyrinthe de Pan. C'est Faut que je le voie, mais je ne. incroyable. C'est un film incroyable. Ouais. Bon, qui est magnifique, qui est dur. Oui, il est Et qui dur. pose la question tout du long, est-ce que tu acceptes Ouais. d'être dans la fantaisie de la fille ou dans l'histoire? L'histoire dégueulasse Ouais, l'histoire avec qui un se grand H. déroule sous tes yeux. Voilà, l'histoire avec un Moi, grand H. je suis team Franco, moi. De toute Ok. façon, donc, moi, j'étais. Oui, Ça- y a pas de ça- problème ça se là-dessus, passe moi. bien, alors. Moi, vous savez, moi, Pétain, Franco, c'est mes dictateurs préférés. Donc. Ah bah oui, tiens, puisqu'on Moi- en est là. Alors, Quel le classement Ouais, c'est des qui votre dictateurs. dictateur préféré? Ah, Thibaut, à toi. La tier list des Alors, faf. c'est bien simple. Emmanuel Macron en A. Oh Voilà. Putain, elle était belle. Ah, elle était belle. Ah bah écoute, Moi, ouais, c'est je- Pol Pot. Pol Pot, allez. Bah, Bon. c'est parce que le nom donne à la fois faim et envie de rire. Hein. Ouais, c'est ça, parce que ça fait. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que t'as envie de. C'est mon Pol Pot à la Oui, compote. voilà, Ouais. c'est ça. C'est exactement Voilà. ça. C'est de la compote de gens en plus, c'est cool. C'est ça. Bon, mais du coup, vu qu'on va passer après ça dans la partie spoil, on va pouvoir dire ce qu'on pense de ce film. D'accord. Très généralement. À moins que vous ayez des thèmes que vous voulez aborder de manière non spoilée, mais... Oui, Peut-être qu'on on est a prêt. parlé pas mal des aspects techniques du film. Il y en a un qui, moi, me tient toujours à cœur et qu'on n'a pas abordé. C'est qui l'histoire. est- La musique. Voilà. Alors, c'est malheureux parce que je n'en ai pas de souvenir, mais pour autant, je crois qu'elle m'a quand même vachement plu sur le moment. Je me la suis pas réécoutée après le film. Alors, je sais pas pourquoi je l'ai noté dans la partie spoil, la mention spéciale pour la musique, d'Alexandre Desplat. Oui. Voilà. Elle est très... je me suis fait la même remarque que toi, Thibaut. Quand le générique de fin se lance, tu réentends ce qui s'est passé pendant le film, je me dis, putain, mais c'est très beau, en fait. Ouais. Il s'est passé des choses, des envolées lyriques dans le film qui sont particulièrement belles, mais pour autant, il n'y a pas de thème marquant. C'est pas un compositeur à la Zimmer. C'est pas un compositeur à thème, Desplat. Ouais. Je crois, hein, enfin, Sûrement. de ce que Je- j'ai en fait, entendu je crois, de lui, j'ai jamais écouté spécifiquement une BO de Desplat. Je sais que j'aime beaucoup ce qu'il fait en Ouais, général. mais il fait des j'ai jamais super écouté de musiques atmosphériques et parfois un petit peu épiques et compagnie, mais c'est pas de la musique à thème. C'est là où Zimmer va avoir des films qui sont marqués par des thèmes forts ou ce genre de choses. Zimmer qui n'est que thème, justement. Quasiment, oui, quasiment. Mais voilà, il fonctionne beaucoup comme ça et moi, j'avoue que c'est les styles qui me parlent le plus parce que c'est les plus réécoutables, les plus marquants. Mais Tout à Desplat, fait. il n'est pas dans ce registre-là, il est dans une autre signature de composition et qui fonctionne vachement bien. Typiquement, Hans Zimmer, on va écouter un morceau ou deux de ses BO parce que c'est des thèmes qui nous auront marqués. Desplat, t'écoutes une BO en entier et tu revis le film. Voilà, c'est les nuances entre les deux, quoi. C'est qu'il y en a un qui compose des hits et l'autre, il compose des BO. Bouya. Des BO bouillards. Toi, Thomas, il y avait un truc que tu voulais... Non, exactement pareil que Thibaut, en fait. Quand je me suis dit, la BO, je l'ai adorée. Mais je me souviens même pas de la moindre note. Mais je me souviens que je trouvais que ce que j'entendais accompagnait très bien ce que je voyais. Mais je n'en ai pas de souvenir, effectivement. Mais par contre, une question, tu l'avais mis dans la partie spoil parce que tu voulais pas que les gens sachent qu'il y avait de la musique dans le film? Exactement, parce que c'est ok. creusseré. C'est vrai que c'est assez crucial. C'était un mélange de crucial et secret. Ouais. Non, c'est juste sur ma feuille, en fait, les idées se passaient. Ma pause déj se terminait. Et donc, du coup, je pense que j'ai tout balancé. Et la musique arrive un peu sur la fin. À vrai dire, la partie spoil, ça va être du vrac, hein, les amis. On va Très pas se bien, mentir. c'est très bien.
On n'est pas venu ici pour être là, de toute façon. Non, mais non. Mais donc, du coup, vous en avez pensé quoi? Et là, du coup, on va pouvoir attaquer la partie spoil parce que ça va Voilà. être. Donc ceux qui parce que ont là, dit, ça va je être comprends intéressant, toujours je pas pense. votre démarche d'écouter un épisode sur un film que vous avez pas vu et c'est un film qui vient de sortir. Et voilà. Mais bon, Oui, là, si c'est jamais chaud. vous vouliez vraiment écouter et que vous dites, allez, non, finalement, j'ai regardé le film. Bah allez-y maintenant. Ou pas. Oui, pas, Moi, bien sûr. Et quand t'es con comme moi, en fait, t'écoutes une critique spoil, on te raconte tout, et comme t'as de l'eau de vaisselle dans la tronche, tu regardes le film, t'as déjà oublié tout ce qu'ils ont dit. Hein. Ou pas, mais t'essaies de considérer que le film ne tient pas qu'à ses révélations narratives. c'est Exactement, tout à fait, oui. tout. Et c'est le cas ici. L'important, hein, c'est l'histoire de comment t'y Frankenstein. vas, pas le chemin. Oui, et puis, j'ai regardé la critique de... putain, j'ai oublié. Durandal, ce matin. Ok. M'a beaucoup fait rire, il a commencé en disant, mais... Bon, je vais pas me faire chier, le spoil, le livre est sorti il y a 150 ans. Après, je l'ai jamais lu, donc moi, c'est pas un argument qui me va. Ouais, non, mais D'ailleurs, je trouve tiens, ça rigolo. Pardon, je me permets, je vais faire une petite digression si vous êtes OK avec ça. Vous Vas-y, êtes OK, envoie de la super. graisse, ouais. Merci. Il y a quelque chose que j'aimerais que collectivement, le monde entier arrête. Le fait de dire, quand tu regardes un biopic ou ce genre de choses, ou une narration qui va retracer des événements réels, il faut considérer que beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire réelle et sont contents de la découvrir au cinéma. Du coup, l'argument de toute façon, je te spoil pas, c'est arrivé dans la vraie vie, ne marche jamais. Il faut le savoir, d'accord? Donc, collectivement. Genre, quand t'allais voir Titanic et qu'on t'a dit à la fin le bateau est cool, ça t'a blasé? Imagine, non, pour Titanic ça va, mais par exemple, j'avais entendu des trucs sur, je crois, le film 5 septembre, que je conseille, qui est vachement bien. Et qui donc retrace connais pas le les mois de attentats septembre. de Munich, vus par une chaîne de télé, les attentats des JO de Munich, hein, j'entends. En gros, ça peut constituer un style de préquel au film de Spielberg, Munich. C'est ça, parce que en fait, le film de Spielberg se commence à la fin des attentats pour suivre toute l'enquête qui a suivi et tout ça. On parle de la traque, ouais. Là, ça se passe pendant que tout le monde vit le truc et c'est raconté par le biais d'une chaîne de télé sur place. Donc, tu as les infos que eux ont et tu les as de la même manière que eux. Donc, c'est hyper bien écrit. J'ai trouvé ça très très fort. Et voilà. Et donc, des événements comme ça, dont tu sais qu'ils ont existé. Moi, je ne sais qu'ils ont existé que parce que Spielberg a fait un film dessus. Je ne me suis pas plus renseigné dessus. Typiquement, je vais voir le film, je suis à poil de savoir ce qui s'est passé. Et j'ai pris tous les événements un petit peu dans la gueule, parce qu'il y a vraiment des retournements de situation. Et je pense que le film est un peu fait pour les gens qui n'ont pas suivi l'histoire. Mais bref, ça, c'est un exemple parmi des millions d'autres. Et j'entends trop souvent cet argument de bon, les spoils, on s'en fout, de toute façon, c'est l'histoire. Voilà, je ne peux pas spoiler l'histoire. Si, parce qu'on peut considérer que les gens n'ont pas forcément lu tout ce qu'il est à lire sur un événement avant d'aller voir un film qui en parle, etc., etc. Donc, collectivement, j'aimerais demander à tout le monde, et pourtant c'est un gars qui s'en branle du spoil, hein, qui vous dit ça, mais juste il y a une mauvaise foi derrière cet argument. Oui, ils peuvent aller se faire enculer, mais après, non, c'est juste se détendre avec ça et arrêter de considérer que tout le monde a votre connaissance des événements qui sont narrés dans les films. Voilà, c'est tout. Bisous. Eh bien, tu sais quoi, je suis complètement d'accord avec toi. Eh ben, merci. Eh ben pareil. Merci beaucoup. Je suis entièrement d'accord. Parce C'est peut-être pour ça qu'on fait un en podcast fait, des ensemble. fois, tu apprends des choses. Le cinéma, c'est pas juste un truc où on te montre, en fait. Tu apprends aussi, c'est une manière d'apprendre comme une autre. Exactement. Et je suis d'accord, des histoires qui peuvent en fait te passionner. On l'a tous eu, je pense, ce truc de voir un biopic ou quelque chose et dire putain, je savais pas tout ça. Et en fait, de se prendre de passion pour quelque chose parce que le film te l'apporte et que tu ne t'étais jamais intéressé avant. Exactement. Donc je suis entièrement d'accord. Autre exemple, un film terriblement haletant qui est Non, ça, c'est faux, pardon. Merci. Ah, attention, Qui est ça ressemble à une recommandation. Attention, un petit déroulé chenapan. pratiquement verbatim de ce qui s'est passé dans la vraie vie. Et je ne connais les événements que parce que c'est un de mes films de chevet, déjà un peu plus d'indices. Mais sinon, sans ça, je pense que je n'en saurais pas grand-chose. C'est Apollo 13. C'est globalement un documentaire sur ce qui s'est passé. Mais un documentaire avec Tom Hanks. Donc c'est sublime. Ouais, mais Oui, pas non, que. là c'est différent parce que romancé. Non, c'est tiré d'un truc faux vu qu'on n'est pas allé sur la Lune. Bah, Tout ça, eux, donc ils sont tout ça, pas on n'y allés, croit pas. La donc, NASA, ça voilà. n'existe pas. Mais il y a un truc. Donc Tom là, Hanks c'est n'existe différent. Oui, mais c'est typiquement ce genre de film. C'est l'archétype du genre de film pour lequel on dirait bah ça va, on peut le dire, c'est bon, de toute façon c'est arrivé en vrai, je spoil pas. Bah si. si des gens ne se sont pas renseignés sur le programme Apollo et sur cette mission-là, c'est-à-dire des gens nés après 1970,
Voilà, c'est pas grave. Enfin non, après 1980, mettons. Ben, c'est pas grave, ils ont le droit de pas savoir et de le découvrir avec un film qui est somme toute assez merveilleux. Tout à fait. Voilà. Surtout, enfin, même si c'est romancé, au final, Oui, c'est quand même oui, une non, grosse mais partie en plus où tu c'est apprends. pas, ouais, c'est romancé, Non, mais pas mais plus que ça. et puis à un moment aussi, un récit. Enfin, si vous voulez un documentaire, regardez un documentaire. Là, on parle de film. Oui, c'est ça. Parce que aussi, ça me permet de revenir sur quelque chose qui m'énerve beaucoup ces temps-ci, d'avoir un biopic qui déforme la réalité. Qui condense, qui donne de nouvelles versions ou qui est écrit. Est-ce qu'on va parler de d'une Michael personne- Jackson ? Non, on va pas parler de Michael Jackson, on va parler de Bohemian Rhapsody. Oui, bon, c'est la même chose. C'est le même gars. C'est un film qui fait un choix. Oui. Et c'est une histoire mythifiée. Donc Voilà. du coup, voilà. Bon, voilà. C'était. Bon. Non, mais c'est ça. Et encore une fois, je tiens à préciser que moi, le spoil, je m'en turbranle. Vraiment. On ne me gâchera jamais un film en me le spoilant. La seule œuvre qui peut être gâchée en étant spoilée, c'est un jeu vidéo, ça s'appelle Outer Wilds. C'est tout. Le reste, j'en ai rien à foutre. Et donc, c'est pas pour intérêt pour le spoil, c'est juste pour la mauvaise foi qui se cache derrière cette démarche. Où c'est plein de gens qui vont gueuler sur le spoil et qui vont dire ouais, mais ça va, on a le droit, c'est historique. Si tu considères que le spoil est grave, t'as pas le droit de faire ça non plus. C'est tout. Voilà. C'est juste la mauvaise foi qui m'agace. Maintenant que c'est dit, je les laisse se rhabiller et on peut continuer. Merci infiniment. Bon, bah du coup, on va commencer par Zeta Toute. T'en as Ouais. pensé quoi de ce film? Qu'est-ce que moi j'ai été cueilli, je trouvais ça très 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 bien parce que c'est beau. J'ai trouvé ça original d'avoir les deux pans de l'histoire, que ça se contente pas juste de il est vivant, voilà. J'ai trouvé ça voilà, je trouve que toute la scène d'intro, Je veux voir ce elle est film par contre. la C'est scène par contre d'intro, un je l'ai trouvé incroyable. Le prologue, là, tout le truc dans la glace Ah, oui. où il le poursuit, machin, et que en fait, au final, ce soit une histoire racontée. J'ai trouvé ça génial, vraiment, vraiment, vraiment. J'ai trouvé ça vraiment bien. Le seul petit bémol, c'est tout, du coup, l'histoire de. Je crois que je viens de voir passer Papou derrière toi. Elle est superbe. Toute l'histoire donc de Frankenstein, donc à partir du moment où il est il s'enfuit. Et c'est pas inintéressant, c'est un poil gnangnan peut-être. Je trouve, enfin, ce que je trouve, c'est qu'on force un peu le trait du. Mais regardez, c'est pas un monstre, il a des sentiments puisqu'il aime bien le vieux monsieur. Voilà. Donc ça, j'avoue, j'ai trouvé que c'était un peu forcé. Pas affreux non plus, mais voilà. Mais après, dans le film, je l'ai vraiment trouvé cool. Je trouve qu'une nouvelle fois, Oscar Isaac, comme d'habitude, il est possédé. Quoi qu'il fasse, en fait, il est... voilà. Jacob Elordi, je ne le connaissais pas, mis à part peut-être que je l'ai vu dans une pub, parce que je sais que j'ai déjà vu sa tête, mais j'ai jamais rien vu avec lui. Je l'ai trouvé incroyable dans le rôle, même si il a un côté un peu cosplay par moment quand il se tape sur la tête et tout. On a un peu l'impression que le latex bouge un peu. Donc voilà, mais c'est pas non plus catastrophique. Voilà, moi j'ai trouvé ça pour le coup vraiment vraiment bien. Je trouve que tout le monde fait le taf et au final, voilà. Je pense que tout est dit. Au revoir. Bah, très bien. Hein. Très bien. Zeta Tous, t'en as pensé quoi? Bon. Alors, c'est un film. Non, bah, je vais arrêter de faire Oui. comme si. Hein. C'est superbe. C'est génial. Je m'attendais pas à autant kiffer ce film, mais c'est vrai que quand il m'a embarqué, ce petit con, il ne m'a pas lâché les Vite, en mollets. plus. Hein. C'était. Il prend vite par la main quand même. Ouais, non, mais oui, c'est de toute façon, comme tu le disais, je suis 100% d'accord avec toi. Cette séquence d'intro dans la glace avec ce bateau bloqué dans la neige, cette espèce d'esprit Non. là de vieux navire avec tout cet équipage, ce capitaine dur. Et puis cette galère permanente, quoi. Ils sont bloqués dans des blocs de glace. Je croyais à chacun des flocons de neige, c'était incroyable. Et puis ouais, toute cette mise en scène du mystère, le mystère en plus dans cette espèce de banquise. On sait qu'à cette époque-là, c'était un lieu de fantasmes et tout ça, pas possible. Bah, Lovecraft a écrit dessus, c'était quand même merveilleux. Et là, je retrouvais cet esprit-là, quoi. Donc, dès le début, je me suis dit, ouah, l'atmosphère de ce film ne va pas me lâcher. Et clairement, c'est un film que je reverrai. Je le savais dès les 10 premières minutes. Et voilà, pour le coup, je trouve que l'histoire se déroule bien. J'ai trouvé le film un tantinet long, mais alors c'est l'archétype de ce genre de film que je vais trouver long
sans pour autant trouver quoi que ce soit à virer. En fait, c'est que tout est utile. Ouais, d'accord. La narration est vraiment balèze. Mais il y a un moment où je me disais, oh putain, j'ai l'impression on a passé les 3 heures de film, on n'en était qu'à 2. Et pour autant, je me suis pas non plus fait chier. Et voilà, sinon j'y ai vu effectivement une espèce de synthèse entre le Dracula de Coppola et fatalement le pauvre créature de Yorgos Lanthimos, qui va brasser à peu près le même sujet, puisque c'est une revisite du mythe de Frankenstein. Donc moi je ne pouvais être que conquis par ça. Et pour le coup, le personnage de Mia Goth aura ma mention absolument spéciale. J'imagine qu'on y reviendra un petit peu plus tard, mais voilà. S'il vous plaît. Voilà, c'est grosso merdo mon avis, quoi. Un film que j'ai trouvé inexplicablement un peu long, mais largement explicablement sublimissime. Bertrand, je te laisse enchaîner avec ton avis à toi. En introduction, j'ai eu la chance de le voir 2 fois avant de faire le podcast, parce que je me suis retrouvé un week-end où je ne pouvais rien faire n'ayant plus d'ordinateur. Ouais. Donc du coup, je me suis dit, je vais le regarder. Et le week-end suivant, je le passais en famille. Donc du coup, mon frère, qui était très excité à l'idée de voir un Guillermo del Toro, nous a poussé à le regarder. Et mon père a dit en conclusion, c'était un film magnifique. Voilà. C'est bien quand ça met tout le monde d'accord. Simplement. Ce qui est très surprenant, j'ai un côté mitigé. Il y a quelque chose qui me gratte un petit peu quelque part avec ce film. Je sais pas très bien pourquoi, mais en tout cas, je l'ai vu une première fois. J'ai beaucoup chialé, très régulièrement, avec grandes eaux par moment. Mais quand je suis parti pour le revoir en famille, ça s'est lancé. Je me suis dit, ouais. Et j'ai commencé à chercher les défauts. Et en fait, non. À la revision, tu vois un autre film, tu le vois autrement, tu vois justement cette narration qui semble plus ramassée quand tu le découvres pas. Et c'est encore plus élégant. Ok, putain, je m'y attendais pas à ça. Tu t'attendais à ce que je dise du caca ? Non, je m'attendais justement à ce que tu aies réussi à trouver les défauts lors du deuxième visionnage, au moins en entreapercevoir quelques-uns. Il y en a. C'est pas un film la parfait. perruque de Christophe Waltz. Non, il y a des défauts et j'arrive pas à savoir quoi, j'arrive pas à mettre le doigt sur quoi. Ouais, mais c'est ce que je me dis aussi. Dérange. C'est peut-être de Et là on qu'est en venue la parlera. longueur. C'est possible. Pardon, Ouais. excuse-moi, je te coupe. Peut-être. Non, mais je t'en prie. On en parlera après. J'ai envie de développer un truc j'y ai pas mal réfléchi. Mais voilà, je trouve, si pour peu que vous aimiez Guillermo del Toro et que vous aimiez ces grands récits romantiques, on retrouve un peu d'Entretien avec un vampire, on retrouve un peu de Dracula, comme tu disais Thomas. Une grande fresque, tragique, parce que c'est triste, parce qu'on sait que ça ne se terminera pas bien, parce qu'on sait que rien ne se déroulera bien, mais chaque petite étincelle est belle. Voilà. Ouais. C'est vrai. Super. C'est vrai. C'est un beau récit. Et alors, tiens, pardon, excuse-moi, je me permets de poser une question un peu subsidiaire. Vous avez peut-être pas de réponse à me donner. Vas-y, subside. Mais j'ai envie, comme ça, au débeauté, de tenter. Selon vous, de quoi Del Toro a voulu parler quand il a fait ce film ? Est-ce que pour vous, il avait un propos autre que je vais raconter Frankenstein dans ce truc-là ? Question piège. Elle me vient à l'instant. Sincèrement, je crois que j'ai vu trop d'interviews, entendu trop de trucs sur le film pour... Enfin, voilà. C'était peut-être un argument de... de communication, un argument de vente disant il parle de sa paternité, de la paternité difficile. Apparemment, son père était un sac à merde. Voilà, mais... Okay. Après, j'ai envie de... Je développerai le pourquoi je veux pas plus trop m'interroger sur ce genre de choses. Ok, très bien. On verra, on parlera après. Thomas, est-ce que tu as un avis, toi, là-dessus ? Non. Non, ok. Non, là, j'avoue, enfin, bon, après, je pense qu'il y a des thèmes, qui paraissent évidents. En tout cas, ça va être, ouais, tu vois, au final, tu vois, le fait que le monstre est pas celui qu'on croit, ce genre de choses, tu vois, qui sont des choses, du livre, on va dire. Oui, c'est ça. Mais je sais pas s'il a essayé de faire autre chose. Je sais que j'ai eu la discussion avec ma chérie qui en a parlé avec une de ses collègues qui est très très fan de cinéma et d'histoire classique et autres et qui n'a pas trop aimé justement parce que il prend beaucoup de liberté
selon ce qu'elle dit en tout cas. Parce que comme je te dis, j'ai vraiment, je n'oserais pas le comparer avec le livre parce que ma connaissance se limite, comme je te dis, à la créature et basta quoi. Mais apparemment, voilà, il y a quand même de grosses... Parce que notamment, je sais qu'il n'y a pas Igor dedans. Oui. Je sais que ça lui a été reproché apparemment. Est-ce que le personnage d'Elisabeth existe? Je ne sais pas. Oui, je elle crois que existe, oui, mais hein. c'est l'amoureuse de. C'est C'est pardon l'amoureuse du docteur, en fait, de Victor. D'accord. Pas de son Donc frère. voilà, moi comme je te dis, je pense qu'on est quand même dans une ère, on le voit là depuis quelques temps, il y a une mode du tout ce qui tombe dans le domaine public, on en fait des films d'horreur décérébrés. Il y a eu Mickey, Oui. il y a eu là il y a eu où il va y avoir Bambi, Oui. il y a eu Winnie l'ourson. Je pense qu'on est même rentré dans Là, il y a Peter une Pan aussi, époque je crois, où oui, je Ouais. crois aussi. Ouais. Où il est peut-être pas mal aussi, tu vois, de se réapproprier des classiques, en tout cas avec talent, comme peut le faire Del Toro. Et du coup, je n'oserais pas le comparer avec le film original. Le livre, pardon, original. Mais non, je n'ai pas vu autre chose que, en tout cas, ce que la première couche nous montre. Je ne sais pas s'il a voulu raconter autre chose ou pas. Ok. Thibaut. Si t'as posé la question, c'est un dessin. Oui, non, je sais. Oh, tu le connais, il pose des questions, il n'a pas la réponse, on les connaît. ça. bien sûr. Non, pour le coup, moi, mais je pense que j'ai une grille de lecture qui est vraiment biaisée par, on va dire, mes angoisses et préoccupations permanentes. Je pense y avoir vu une espèce de propos, parce que je voulais bien le voir, sur les vérités, la post-vérité, les contre-vérités, les machins, ceci, cela, le fait d'avoir ce récit coupé en deux avec d'abord la vision de celui qui voit le monstre comme une menace absolue et ensuite la vision de ce monstre, on va dire cette population rejetée qui explique qu'en fait, il avait rien demandé. Il est venu au monde, il s'est fait juste maltraiter et juste traiter comme une bête tout le temps, même quand il a essayé de montrer des preuves de son humanité. Et voilà, et en fait, du coup, il y a cette espèce de rapport-là à la vérité qu'on impose et celle qu'on finit par découvrir et qui ne sont pas toujours les mêmes. Et voilà, et puis il y a cette beauté sublime du coup de la fin, de ce capitaine qui prend finalement le parti de cette créature, et puis des deux camps qui finissent par se réconcilier parce que l'un admet qu'il a eu tort, tout simplement. Et du coup, j'ai vu beaucoup d'espoir dans ce film et ça m'a fait du bien en ce sens-là. Et aussi, mais là pour le coup, c'est vraiment une idée qui vient de me venir. Dernièrement, Guillermo del Toro, je crois, quand il était de passage à Paris, et je ne sais plus dans quelle école, je crois qu'il a ouvert un pôle dans une école de cinéma à Paris sur le stop motion et l'animation à la main. Et il a fait un nouveau plaidoyer contre l'IA. Et je me demande s'il n'a pas glissé un peu de ça, un truc sur la création véritable, avec tout ce qu'elle a de plus imparfaite et tout ça, et ce besoin de ce côté aussi, je vais jouer à Dieu avec les outils que j'ai et peut-être faire n'importe quoi avec. Et voilà, il y a peut-être un truc anti-IA justement dans ce récit. Voilà. Mais ça, c'est vraiment un truc que j'aurais du mal à le développer parce que ça me vient à l'instant, là, c'est pour ça. Mais voilà, c'est peut-être parce qu'il en a parlé récemment et qu'il a été très vocal là-dessus. Est-ce qu'il avait ça en tête à ce moment-là ? J'en sais foutre rien. Est-ce qu'il a glissé de ça dedans ? Peut-être. Voilà, c'est tout. Mais merci de m'avoir répondu. Avec grand plaisir. Du coup, on va commencer à spoiler. Et du coup, ça va tomber sur le premier questionnement que j'ai eu vachement devant ce film. C'est la relation de ce film avec la représentation gothique. Parce que quand on parle de Frankenstein, on est clairement dans le monde du gothique, dans le tout noir, tu parlais de Tim Burton tout à l'heure, c'est pas pour rien finalement, parce que c'est un des derniers à avoir fait des grandes représentations gothiques. Donc pensez des décors très noirs, des histoires noires. Donc du coup les Batman ressemblent beaucoup à ça. J'allais dire pensez Batman. Pensez Gotham. Voilà, pensez Batman, pensez The Crow, pensez ces récits tragiques finalement. Et en fait, moi, c'est peut-être un truc qui m'a pas mal travaillé en regardant le film, c'est que finalement, il fait du gothique, mais c'est pas si gothique que ça. Tout simplement parce qu'il a allumé la putain de lumière, en fait. Oui. Je pense vraiment, parce que le nombre de fois où je me suis dit, son décor, il est dingue, mais jamais j'aurais pensé à l'éclairer de cette manière. Il a des lumières méga vives dans le laboratoire de Victor. C'est peut-être un des trucs qui m'a
perturbé. Je dirais pas dérangé, mais perturbé pendant le visionnage. C'est que souvent, je trouvais que Ouais. l'image avait une espèce de patine presque un peu série Disney ou comme ça. Un truc Ouais, on est d'accord. particulièrement Oui, lumineux avec là où j'aurais une pas surexposition et des couleurs. Voilà, Une exactement. surexposition Très et une saturé, ouais. définition surprenante. Oui, c'est ça. Je pense que j'ai rarement vu une image aussi définie en fait. Tout à fait, ouais. Et dans un truc qui veut justement, normalement, enfin qu'on a l'habitude de voir jouer sur des contrastes assez faibles et beaucoup de nuances de noir, justement, dans Oui. des décors qui vont se dessiner en Nosferatu, fond, quoi. etc. Nosferatu, exactement. Putain, d'ailleurs, il y a des plans, notamment un plan d'une porte-fenêtre ouverte avec un rideau qui vole. Wow, je suis à 2 doigts de voir la créature apparaître comme ça, j'y ai fortement pensé. Ok. Voilà, mais je pense que la lumière est pour beaucoup dans ce truc-là. Et effectivement, comme tu disais Thomas, la définition de l'image joue aussi, je pense, un rôle là-dedans. Et il y a quelque chose d'incroyable, c'est justement la sensation que ça m'a fait au final, c'est que c'est une sorte de réinvention ou de vision très personnelle du gothique, parce que c'est pour ça que je voulais que ça soit dans la partie spoil, parce que je vais parler de 2 plans assez marquants. Oublions le premier, juste parlons du deuxième avec l'apparition de Mia Goth, Oui. qui apparaît dans une peinture, enfin, qui est devant un décor qui est destiné à être une peinture, une nature morte, donc avec un crâne, des fleurs à moitié crevées et des fruits. Elle se tourne et là, l'image se fige légèrement et on est dans une peinture. Ah oui, mais oui, vraiment, c'est pas, ça ressemble à une peinture. C'est une peinture. Oui, c'est ça. C'est une peinture de 19e. Et c'est époustouflant. Vraiment, Moi, ce ça m'a plan-là déglingué. m'a fait ouvrir la bouche. Déjà parce que elle est belle, mais aussi Oui. parce que cette composition, cette façon de peindre son image, en l'occurrence, comme tu dis, c'est hallucinant. Ça se veut être une peinture, c'est assez évident, mais putain, qu'est-ce que c'est beau. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est inspiré, quoi. C'est trop fort. Et il y en a plein d'émaillés dans le film. Pardon Thomas, tu voulais dire quelque chose ? Non, du tout. Je voulais juste rebondir sur sur ce que vous dites, et je trouve également la façon dont il utilise le gore, toute la scène où il est dans son labo, il y a la personne donc avec le dos épluché et autres, mais tout est très gracieux. Ça donne un cabinet de curiosité, cocasse, parce qu'il a fait quelque chose qui s'appelle exactement. comme ça. Mais ça donne vraiment un cabinet de curiosité, mais tu sais... dans lequel tu aurais, tu sais, comme un musée des horreurs. C'est ça, ce que j'allais dire. Ouais. Tu serais mal à l'aise, mais voilà, mais tout en étant fasciné par ce que tu vois, parce que c'est pas de la dégueulasserie. Tu vois, même si le film a quand même des moments un petit peu gore. Oui, mais c'est pas du gore pour écœurer. Mais voilà, c'est ça. Et ce qu'il y a, c'est que je trouve que le film est... En fait, c'est un film... C'est du gore beau. Ouais, c'est ça. C'est du joli gore, c'est un cabinet de curiosité. Ouais. Je pense que c'est son truc. La première marionnette animée, c'est qu'on voit cette scène, elle est folle. Au tout début, une espèce de cadavre à moitié découpé. Ça pourrait être une pochette de Cannibal Corpse. Ouais. C'est exactement ce que tu dis, Thomas. C'était pareil avec l'écorché, parce que finalement, c'est une image extrêmement violente. On a en même temps la sensation que ce cadavre est en train de souffrir, et en même temps, c'est beau. Oui. Enfin, c'est extrêmement étonnant. Mais il y a une poésie dans la façon dont c'est montré, dont c'est reçu aussi. Parce que, mine de rien, il y a un truc de mise en scène autour de ça, qui crée de la poésie, quoi. La façon dont Oscar Isaac est habité et émerveillé par sa propre création, comment certains sont un peu épouvantés, mais comment tout le monde est enthousiaste vis-à-vis de ce truc. Déjà, ça crée quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'horreur pure, parce que, à part quelques-uns, les gens n'ont pas peur de ce cadavre, en fait. Et du coup, le film n'essaie pas de nous faire peur avec ce truc-là. Il essaie de nous émerveiller. Et je pense que d'où le choix de ne pas en faire un monstre dégueu. Tout à fait, ouais. Je pense que c'est plus d'en faire quelqu'un de différent qu'un monstre, tu vois, avec l'écrou dans la tête. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est pas un zombie, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et et je voulais dire autre chose également. Oui, pour moi, donc comme tu disais tout à l'heure, ça pourrait être une affiche, une jaquette d'un album de Cannibal Corpse, tu vois, mais featuring André Rieu. En fait, c'est là le tour de force de Guillermo del Toro.
c'est décapitons les valseux de Vienne. Je sais. C'est le nom de leur Mais, album. Et du coup, pardon, vas-y, Bertrand. pour une fois, j'étais en train de faire. J'ai fait comme toi, Thomas. En fait, j'ai fait un visionnage qui n'était pas seul pour une fois. Donc, du coup, c'est moi qui vais parler de ma famille pour une fois. Ma mère m'a fait une remarque à la fin du film. J'ai senti qu'elle avait pas trop aimé. Je lui dis, t'as pas aimé ? Elle me dit non. Le début était trop violent. Et c'est marrant parce que là, du coup, je me suis dit. Ah ouais, c'est vrai que quand même à un moment dans son laboratoire, il y a des cadavres partout. Oui. Oui. Il y a des gens Oui. découpés partout, il y a du sang partout et pourtant, je n'ai pas ressenti la violence ni l'agressivité. Ça sent pas la mort Non. parce que en vous entendant parler, je me suis dit que peut-être que c'est pas violent parce qu'en fait, ce qu'on voit c'est la construction. C'est qu'il est en train de redonner la vie. Oui, c'est ça. Donc il n'y a rien de sale dans tout ce qu'on voit. Il n'y a rien de purement morbide. Surtout dans le montage en plus. Ouais. Ouais, dans le montage, en plus, toi, il sifflote. C'est juste un médecin en fait qui travaille en gros et ça pourrait être un mécanicien. exactement ça, c'est pourrait un être... En fait, mécanicien, tu ouais. fais la même scène avec un mec en train de bricoler une moto ou une voiture, elle pourrait être montée Oui. pareil. Mm. Et là, tu vois, là, il y a une musique légère, il y a lui qui bricole et au final, on se disait, tu vois, en le regardant, on s'est dit, tiens, c'est comme tu te dis, à une époque, il y a vraiment des gars qui ont fait ça, en fait, qui ont épluché des mecs littéralement couche par couche pour comprendre comment Bien ça sûr, marchait à l'anatomie, l'intérieur tout ça, et ainsi quoi, de ouais. suite. Et au final, voilà, il lui redonne l'anatomie comme tu pouvais l'avoir à l'époque, la science de l'époque, où c'est pas dégueu, puisqu'en gros, tu essayes de comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur. En gros. Et c'est là que je trouve que c'est fort, c'est que je pense qu'à l'époque, le mec qui découpait les mecs en petits morceaux, ça devait pas être beau à voir. Hein. Ça devait pas Mais sentir au bon final, non plus. c'était leur travail. Oui. Et je pense que voilà, il a vraiment réussi à recréer ça, parce qu'au final, t'as pas de haut le cœur, c'est pas dégueu. Bah non, c'est juste en gros la science qui avance. Bon là, avance dans un sens un peu creepy, Oui, mais voilà, ça reste qu'à une époque des gens. Parce que je pense que l'histoire de Frankenstein, je refuse de croire que à cette époque-là, il n'y a pas des gars qui ont tenté des trucs de ouf Non, comme ça. mais C'est je sûr et pense. Ah certain. bah, c'est obligé, oui. Donc, Je pense des gens qui ont mis un petit Donc, peu c'est d'une pour idée ça. divine derrière la découverte anatomique. À mon avis, il y en a 2-3. Ouais. ouais, qui ont dû faire des trucs pas frais. Ah ouais, putain. D'ailleurs, ça me Et, fait penser, il y a eu une histoire, je vais fact-checker. J'ai entendu ça récemment dans l'émission Mécanique du journalisme. L'excellente émission. L'excellente émission. Donc ouais, c'est l'histoire du Sur charnier France de l'école Culture. Paris-Descartes. L'université Paris-Descartes. Il y a eu, c'était ça, c'était en 2020. Il y a eu des plaintes signalant le mauvais traitement des cadavres offerts à la science, justement. Oui. Et en fait, une enquête a été menée et ils ont découvert qu'en fait, tous les cadavres offerts à l'université étaient stockés dans des chambres froides, pas froides, que tout était en décomposition. C'était un scandale, un calvaire. Il y avait des rongeurs qui se servaient dans les corps, etc. Enfin, c'était une horreur absolue. Et quand les familles qui savaient que leur mort était là-bas ont découvert tout ça, ça a été un joli scandale. Et voilà. Et beaucoup de gens savaient, beaucoup de gens se taisaient pour diverses raisons, comme d'habitude. Et voilà, le fait d'entendre ce podcast m'a un peu fait penser au film. Mais c'est un fact parce que c'est arrivé récemment. Mais il y a eu l'histoire aussi aux États-Unis là où ils avaient sorti genre 80 cadavres, une espèce de maison de l'horreur où c'était un gars qui faisait des expériences, oui, enfin ça me des dit quelque expériences chose, ça, oui. qui pareil quoi, qui les détricotaient. Et en fait, quand ils les ont sortis, apparemment, c'était un enfer sur Terre, le bordel. Et c'était il y a peux pas même pas si imaginer, longtemps. ouais, c'était Ed Gein. Aux États-Unis, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, non, enfin voilà. Mais effectivement, il y a un traitement de l'anatomie dans ce qu'elle avait de plus, encore une fois, enthousiasmante et curiositante pour les personnes. Revenons Oui. brièvement sur le personnage de Miyagot. Ah oui, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous en avez pensé, À qui Thibaut? Ah, allez, d'accord. Mon personnage préféré du film, je dirais. C'est un vrai très beau personnage féminin qui surprend un petit peu parce qu'elle est tellement picturale dans son entrée en scène, comme tu l'as brillamment dit, Bertrand. Elle est tellement... Brillamment. Oui, bien sûr. Elle est tellement picturale, c'est tellement un modèle de gravure, de peinture. Elle est... on nous la rend un petit peu parfaite avec des traits hyper fins, hyper dessinés, tout ça. Elle est vachement mise en valeur et tout ça.
Et pour autant, dès qu'elle se met à parler, tu comprends qu'en fait, clairement, ça va être l'un des personnages les plus malins et sensibles du film. Et j'aime la façon dont elle considère cette espèce de scientifique fou qui se prend pour un dieu. Elle le considère pour ce qu'il est, en fait, à savoir un mec complètement déconnecté, complètement imbu de lui-même et qui s'accorde un pouvoir qu'il ne devrait pas avoir. Et ça va être, on va dire, la figure critique de cette forme-là. Et rien que pour ça, je trouve qu'elle est brillamment écrite parce qu'il n'y a pas un moment où elle se détourne de cette cohérence-là. Et ça n'empêche pas de ressentir quelque chose pour lui, hein, mais pour autant, elle va le remettre en question tout le temps et ça va être un peu elle qui va apporter justement ce regard critique sur ce qu'on voit, où on pourrait, à force de rendre sa créature intrigante et magnifique, on pourrait reporter cette vision sur le personnage d'Oscar Isaac. Or, non, il ne faut pas oublier qu'il essaie de créer. Dès qu'il crée, il est déçu de sa création, il l'envoie chier. Et c'est un connard, en fait, au final. Et j'ai l'impression qu'il y a à peu près que elle pour le confronter à ça. Avec notamment la scène du confessionnal, qui est absolument géniale. Et c'est là où tu dis, bon, elle est vraiment brillante. Et j'aime beaucoup, beaucoup la façon dont ce personnage féminin est traité. Voilà. Thomas, quelque chose à dire? Non, je suis d'accord avec toi, et puis aussi sur le fait que pour le coup c'est agréable que ce soit pas juste une vague amoureuse qui mène à rien ou autre. Tu vois, lui c'est prendre d'elle, elle finalement c'est pas une pauvre fille décérébrée. C'est pas un trophée non plus. Qui sert à rien. Voilà, exactement. Et au final, à aucun moment, non, en gros, elle est droit dans son truc, elle va se marier. Et c'est la seule qui n'a pas d'intérêt envers lui aussi. Exact. Elle, en fait, elle est intéressée par son travail, mais son frère, en gros, on comprend qu'il a peur de lui et qu'il essaye de rester toujours neutre parce qu'il se dit, ah bon, je pense qu'à tout moment, il peut m'éplucher le visage. Christophe Valls, il est plutôt, voilà, c'est quelqu'un de lui, en gros, qui veut qu'on lui offre l'immortalité. Donc, ils ont tous un intérêt à l'avoir dans leur giron, ce qui n'est pas son cas à elle, en gros. Et c'est comme tu dis, c'est pour ça qu'elle le confronte face à la folie furieuse que ça représente de faire ce genre de choses, tout en étant quand même fascinée, parce que au final, elle est intéressée, on le comprend c'est l'entomologie, l'étude des insectes. Ouais, tout à fait. Voilà. Et donc, au final, c'est pour ça qu'elle a quand même un esprit de science. Après, je pense confronté avec son époque aussi, où je pense qu'à cette époque-là, une fille scientifique, c'était totalement inconsidéré. Et donc voilà, non, je trouvais le personnage, et comme je te dis, en plus, je trouve que cette actrice, j'ai entendu parler d'elle pour cette fameuse trilogie là. J'ai regardé un morceau de Maxine, donc ça m'a passionné parce que bon, c'est pas mon style de film, mais dès que je la vois, je trouve qu'elle dégage quelque chose d'incroyable. Vraiment, Ouais, elle a vraiment quelque chose de ouf. Donc, elle est magnétique. J'espère que, parce que tu vois, en fait, elle a pas les codes. Elle est pas magnifique aux yeux d'Hollywood, mais elle dégage quelque chose. Elle a et puis ce regard, en plus, le fait d'avoir pas ou très très peu de sourcils, ça dégage aussi un visage très particulier. Et du coup, le personnage est intéressant et au final, surtout pour le coup, vraiment pas inutile. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé mais comme je te dis, en fait, concrètement en termes de casting, je trouve que il y a pas de fausses notes excepté la perruque. Saloperie. Oui, mais justement, elle était là pour te signaler. Non, Thomas, je suis d'accord avec vous deux. Vous avez tout dit et Thomas t'as donné le coup de poignard final en disant que oui, la perruque. Non, pas la perruque. Non, son personnage file droit et je trouve, il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était un personnage fonction parce que juste c'est une jeune fille qui est une oie qui est émerveillée par la beauté, qui est juste gentillesse et tout. Mais non, en fait, je trouve qu'elle est intelligente parce que c'est elle qui éconduit Victor, comme vous avez dit. Tout le monde a des intérêts avec Victor et elle le fait de manière froide. Tu sens qu'elle domine intellectuellement tout le monde, cette fille. Elle domine le plus intelligent de la bande, qui est Victor, et sans aucun problème, elle les conduit, mais vraiment. Et voilà. Et c'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Ouais, non, elle est. Oui, cool. Puis comme on disait, je pense qu'encore une fois, il y a pas longtemps, il y a le découvreur de l'ADN qui est décédé.
Ah. Sauf que il avait rien découvert du tout en fait. C'était une jeune fille, l'histoire de Marie Curie. Oui. Enfin voilà, Ah, oui. l'histoire de la science. On va pas est sortir la jalonnée phrase de- insupportable, de- mais voilà. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que l'histoire de la science est jalonnée de ça, et au final, là, c'est la même chose. C'est que tu te dis, oui, je pense qu'elle est largement au niveau des autres, entre celui qui se prend pour et celui qui l'est, mais qui est juste siphonné. Mais qu'au final, il est évident qu'à l'époque, je pense pas que t'arrivais en disant, alors si je peux me permettre, vous avez fait une petite erreur de virgule parce que tu te prenais une tarte et on te renvoyait à la cuisine. C'est quoi. ça. Et voilà, je pense que ça caractérise aussi un problème d'époque, quoi. Absolument, et je trouve que Tout c'est à très finement illustré avec ce personnage. Donc, je suis tout à fait d'accord. Bon, on s'est largement étendu sur Oscar Isaac. Oui. Son personnage est troublé, troublant, époustouflant, brillant, incroyable. On a envie de le crabouiller. C'est ça, On- il est détestable, il est un peu admirable, Y a pas- il est pitoyable. Ouais, on a envie de le laver un peu au Oui. gant, au jet. Ah, je l'ai pas trouvé sale justement. Ah, moi, si, je trouve que plus il avance dans sa Ouais, c'est ça, folie et plus il a l'air. Mais il est dépeigné, il a l'air de dépeigné dauber déjà. du Il y a un cul, moment quoi. donné, il Ouais, fait c'est ça. quelque chose. Et j'aime. Ouais. Et là, c'est bizarre que ça n'ait pas choqué Bertrand. Je trouve sa coiffure très classe. Non, mais de toute façon, moi, Ah Oscar Isaac, je prends tout. Bah oui, bien sûr. Mais je suis d'accord. Hein. Je prends tout. Mais voilà. Autant Jacob et son ami Lordi, je trouve ça dégueulasse, mais Oscar, je prends tout. Ouais. Donc du coup, on va peut-être s'étendre un petit peu plus sur la créature. Ouais. D'ailleurs, c'est dommage qu'on ne lui ait pas donné de prénom à la créature. Non, c'est C'est Jonathan. Victor. maintenant. T'avais dit Jonathan. Il l'appelle Victor, il dit tout le temps Victor. Les C'est gars, Pokémon, c'est Pikachu. Hein. Ouais, c'est ça. vous en pensez quoi de cette créature? Thomas, tiens. vas-y, j'ai beaucoup On va parlé. pas commencer moi. par Thibaut. Ouais, non, moi, je vous l'ai dit aussi en soi. Après, je trouve que. Il y fait beaucoup. Ouais. Je pense qu'il soit maquillé ou pas, il a une façon. Déjà, il a un corps Gigantesque. très fin, mais en même temps très sec, très musclé. Et il a une façon de bouger, là, notamment toutes les scènes où il est enchaîné, où il a un côté presque animal. On dirait, tu vois, on aurait pu voir ce genre de scène dans un film, genre La planète des singes ou ce genre de choses. Tu vois, il a un côté très simiesque de se déplacer que j'aime beaucoup. Il est très gracieux et non, je l'ai trouvé bien. Je vous ai dit, en fait, j'avais un peu de mal au début, effectivement, avec ce costume. Parce qu'en fait, il me fait énormément penser au costume des ingénieurs de Prometheus. Bah oui, Ouais, bien sûr. forcément. Ça Voilà. se saute à la gueule, ouais. Voilà. Mais au final, encore une fois, je pense que c'est peut-être pour bien rappeler que le monstre, ce n'est pas lui. Et donc, pour ne pas... voilà. La représentation qu'on a de Frankenstein, enfin j'en ai un truc dans mon salon, ça reste quand même donc ce fameux, comme je disais tout à l'heure, le bonhomme avec le boulon dans la tête et voilà. Et là ils ont voulu faire autre chose, quelque chose de différent pour lui donner peut-être un côté plus humain. J'aime bien le fait qu'on a l'impression qu'il moisisse au fur et à mesure qu'il s'approche de la mort et qu'il redevienne, tu vois, la scène où il se fait exploser avec le bâton de dynamite, il a un œil éclaté, il a la main, la main décharnée, Ah ouais, c'est ce chaud, genre ça. de choses. Et ça arrive 2-3 fois, en fait, ça, dans le film. Il y a des moments où on a l'impression qu'il pourrit au moment où il va mourir. Je sais pas si vous avez fait attention à ça. Non. La scène où il se fait tuer par les chasseurs, il a les mains, en fait, pleines d'engelures, les bouts des doigts noirs et tout. En fait, on a l'impression que à chaque fois qu'il va mourir, son corps commence à se décomposer un peu et qu'en fait, il revient à chaque fois à la vie. Donc, encore plus dans la scène où il explose. Donc, j'ai trouvé ça classe, en fait, parce que tu sens que c'est... ouais, il a... Enfin, ouais, je trouve que l'idée d'en faire quelque chose de différent, vraiment, est une excellente idée, justement, pour pas retomber dans le cliché du Frankenstein qu'on connaît tous. Et justement, de lui donner un côté... et encore une fois, je n'ai pas de point de comparaison, mais le fait il soit doué d'intelligence, qu'il soit capable de raconter son histoire et que ce soit pas juste un mec une créature poursuivie par des fourches et des torches et qui soit juste un peu. J'ai eu du mal je l'ai trouvé très puissant au début. J'ai trouvé bizarre la partie où il commence à évoluer, mais en fait il a un tel magnétisme lui aussi, Jacob et tous les autres, que du coup je l'ai trouvé au final. J'ai trouvé vraiment la créature fascinante et surtout je ne sais pas si c'est l'objectif, mais on se prend quand même vachement d'empathie pour elle
parce qu'on se dit quand même, la pauvre, le pauvre, il est tranquillement en train de rien faire, il se fait tirer dessus, il se prend une serpette, puis là, il se prend des coups de schlass, et puis on essaye de le faire Puis il se exploser. fait insulter par son créateur tout tranquille. le temps. Puis... Ouais, c'est ça. Un truc où... C'est que tu dis, au final, c'est presque, il a un syndrome de l'enfant battu, quoi, Oui, parce que, tu vois, en gros, ça monte en tension, parce qu'au début, il le respecte beaucoup, puis comme en fait, il fait pas trop ce qu'il veut, il se dit, bon, il est teubé, donc je vais quand même lui mettre des petits coups de verge, ça lui fera la bite, et ainsi de suite, et tu vois, tu te dis, ouais, mais quand même, il est pas méchant, là. Et puis, je trouve ça très gratos, en plus, le fait que toutes les 30 secondes, ah, il a attaqué, ah, mais c'est pas moi, c'est lui, hein, Ouais, tu sens que c'est vraiment un mauvais parent. Il est pas gentil, papa. Hein. Oh là là. Non, c'est pas un gentil Non, papa. c'est... On pourrait rêver mieux, hein, il me semble. Ouais. J'enchaîne du coup... Et toi, Bertrand, pardon, tu en oui, as non, pensé oui. quoi? Non, Ah vas-y, ben, ça me va très bien. Ok, Il m'a énormément touché. Ah ben voilà. J'ai beaucoup pleuré. Non, il est très touchant, il est très humain, il est, comme tu dis, il est très beau, il a un corps de danseur. Et il m'a fait beaucoup penser, même s'il n'était pas aussi beau, mais il m'a beaucoup fait penser au Frankenstein la créature de Frankenstein dans Penny Dreadful, qui était un personnage intelligent et sensible, et où on sentait cette malédiction de vivre en fait. Finalement, se dire d'être maudit de vivre, c'est quand même incroyable. Ouais. Ce retournement de vision. Et voilà, je l'ai trouvé incroyable. Voilà, oui, tout. non, bah, C'est oui, tout. oui. J'en ai pas plus. En Le même- chiot. en même temps, qu'est-ce que tu veux rajouter à ça? Je veux dire, il est. Je trouve ça très très fort de réussir à incarner justement cette espèce de vide total, de vacuité absolue au début. Et justement, toi, tu parlais d'un côté un peu gnangnan, Thomas, quand il se rapproche de la famille, du vieux en tout cas et tout ça. Moi, justement, j'ai trouvé génial de nous montrer comment il passe de réservoir vide. Comment tu remplis un réservoir vide, en fait. Moi, c'est ça. J'ai adoré cette phase et justement toute la sensibilité qu'il y avait autour. Parce que, ouais, je vois pas ça comme un truc gnangnan. Moi, ça m'a fait plaisir et ça m'a fait du bien de voir justement la tendresse qu'il y avait entre ces deux personnes, entre le vieillard qui est en quête de rédemption Oui. totale. Alors, j'ai dit au début, hein. Ouais. Je trouve que l'évolution de la scène, je dis Ok. juste que la façon dont il raconte son histoire est un poil au forceps dans le côté il est gentil et patati et patata. Mais effectivement, après, dans toute la scène où il se lie d'amitié avec le vieux monsieur, là, pour le coup, m'a quand même plus... Après, à aucun moment, ça m'a dérangé non Oui, plus. non, bien sûr, j'entends bien. Voilà. Faut pas le prendre comme c'était pas du tout Non, une non, critique de truc, c'était Oui, c'est un juste que, ressenti. voilà, c'est plus un ressenti sur ce passage-là que, en plus, comme je te dis, effectivement, après, moi aussi, on n'était pas à la larmichette, mais effectivement, le personnage est touchant parce que c'est juste un enfant. Oui, c'est ça. Qui aimerait bien qu'on arrête de lui taper dessus et qu'on lui apprenne qu'on peut lui faire des bisous. C'est exactement aussi, ça, ouais. Et il y a celui qui ne voit pas sa nature qui va sans problème lui donner le bon Dieu sans confession. Et non, ouais, voilà, j'aime infiniment cette créature. Après, j'ai jamais trop dans le film eu cette phase où j'étais touché ou vraiment très ému par le personnage et tout ça. J'ai aimé son parcours, hein, mais je n'ai pas eu de phase vraiment de oh putain, ils arrêtent parce que ça va être très dur sinon. J'étais pas trop. Après, je t'arrête une seconde, je suis capable de pleurer devant Predator Badlands. Hein. non, mais je comprends, mais je comprends aussi que ce soit une histoire qui puisse être hyper touchante. C'est aussi un petit peu le but, mais j'avoue que j'ai pas ressenti ça. Mais ça tombe bien, c'est pas forcément ce que je recherchais, c'est peut-être pour ça que je l'ai pas ressenti. Mais voilà, toujours est-il que j'ai trouvé bluffant d'incarner cet enfant qui passe de l'enfance à l'apprentissage et à une créature éclairée par la connaissance, le savoir et tout ça. On le sent, on sent que sa vision du monde change et il s'émancipe beaucoup plus à partir du moment où il apprend la lecture, où il apprend les mots, il apprend le langage. Et je trouve ça très beau comme développement. Ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Et puis j'aime le voir péter un câble et désosser des loups à main nue. C'est extrêmement jouissif, il faut le dire. Oui. Oui, tout à fait. Les loups, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué les VFX. Ah oui, juste en plus de tout ce que vous venez de dire tous les deux, ce que j'aime beaucoup, c'est que
il est toujours sur la crête, mais il ne tombe jamais dans le mièvre. Parce que c'est vraiment très compliqué de pas être mièvre avec un personnage comme ça. Oh le pauvre, son papa il est méchant, il tape dessus. Oui, c'est ça. Ça aurait pu être très 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 larmoyant, mais justement c'est très fin. Mais oui, on n'en a pas parlé. On aime voir Frankenstein casser des gueules. Voilà. En fait, j'aime ça, oui, énormément que par quelques petites scènes de pure violence, il nous rappelle en fait qu'il a aussi un potentiel de danger absolu et il faudrait aussi le prendre en considération quand on lui chie sur la gueule à longueur de temps. Tu vois, il faut se rappeler que, d'accord, tu veux jouer ce rôle-là, mais juste, rappelle-toi que si jamais tu te retrouves avec ton bras dans ton propre cul, ça vient peut-être pas de nulle part non plus, quoi. Et ça, c'est important. Donc j'aime beaucoup justement qu'il l'iconise aussi comme ça dans la violence. Ça m'a beaucoup plu. Du coup, conclusion, c'était super bien. Pas tant. C'était pas tant. Voilà. Je voudrais revenir sur tout ce que j'ai dit. J'ai menti depuis En fait, la je vous ai seconde menti dès le 1. départ. Tout à l'heure, tu parlais des productions Netflix. Ça m'a fait penser à un truc. Je crois que c'était il y a 2 ans. J'avais craché ma haine vis-à-vis d'un film que Netflix avait sorti. Et j'avais découvert que pour l'occasion, Netflix faisait des grandes sorties de l'hiver. À l'approche de Noël, Netflix aime beaucoup sortir des films marquants. C'était l'année où il y avait eu un film par le mec qui avait fait Mr. Robot, que j'avais détesté. C'est l'année où Fincher a fait... Monk The Killer. The Killer, tout à fait. Qui était un film pas mal du tout, qui était pas un film qui était nul pour un Fincher, mais qui était quand même pas mal du tout. Et là, cette année, ils ont ouvert avec Catherine Bigelow. On n'en a pas parlé, mais House of Dynamite. Très bien, ouais. C'était très très bien. J'ai pas encore vu. Même si- C'est un objectif là, il faut que je le vois. Des défauts, mais qui reste quand même un très bon film. Et Frankenstein, j'ai l'impression que Netflix a enfin entendu qu'il y avait un truc qui allait pas dans ses productions. Après, si je peux me permettre, il y avait aussi, on avait parlé d'un contre-exemple marquant et très très marquant, année 2024, je crois, puisque Le Cercle des Neiges était aussi une production Ah oui, Netflix oui, c'est vrai. et que c'était absolument extraordinaire. C'est vrai. C'est vrai. Oui, bon après ils ont quand même sorti beaucoup des films, donc il aurait quand même été Oui, étonnant oui, de non, se c'est dire sûr. qu'ils ratent à chaque C'est fois sûr. leur coup. Mais je pense que ils sont dans un syndrome post Zack Snyder, Ouais, où ils lui ont vraiment fait un chèque en blanc et tout ce qu'il a sorti est au mieux cata, au pire vraiment de la merde. Attends, non, Et- en fait, on veut dire le contraire. On veut dire que quand même, Snyder a fait 2 très beaux films Ah bon qu'on a Sur- beaucoup Beaucoup aimés. aimé. Plus 2 autres qui étaient vraiment super. Non, et donc là, bon, l'épisode sort, on peut le dire, hein, et on va pas avoir beaucoup de décalage entre l'enregistrement et la sortie. Donc là, ils ont annoncé hier ou avant-hier ou aujourd'hui, je ne sais où, hier, je crois que officiellement ils annulaient tout. Donc tous ces films, que ce soit les Army of ou les Rebel Moon, ou il avait également fait une série d'animation là sur des Vikings. ah oui. Donc tout était annulé et qui prenait ses distances avec lui. Donc peut-être qu'ils en ont aussi marre de se dire bon bah visiblement à Tout ce que tu nous fais, c'est de la merde. et espérer que Ouais, voilà. Je pense qu'ils sont, tu sais, le syndrome post-PSG, là, tu sais, où ils se sont dit on va acheter tous les joueurs du monde et puis on va être champion. Ça n'a pas marché. La seule année où ils se disent bon, ben on arrête, ils sont champions. C'est peut-être qu'il y a tu vois, enfin moi qui suis fan de basket, ça a été prouvé maintes et maintes fois que empiler les stars, ça ne sert pas forcément à grand chose. Et ben là, je me dis que c'est un peu pareil, tu vois, que peut-être qu'ils vont se dire bon, ben en fait, ouais, si on prend des bons réals, qu'on les laisse faire ce qu'on veut et qu'on leur et que voilà, on essaye vraiment de faire quelque chose de la vraie création, ben peut-être qu'on peut arriver à quelque chose, quoi. Et là, bah écoute, en espérant que ça porte ses fruits et qu'ils arrêtent de nous sortir des chiasses toutes les 3 c'est semaines, ça. quoi. C'est ça. Donc, non, un bilan extrêmement enthousiasmant, très positif, très encourageant pour la suite. Donc, les félicitations du jury, je vous propose. Ouais, de ouf. Ouais. Bon, bah, Ouais, très bien, ouais. très bien. Moi, je dis bien joué, Bah oui. Guillaume. Ouais, Guillaume, Bravo, mon vieux. Guillaume, on t'aime. Exactement. Bertrand, tu avais un truc à Et, ajouter par rapport à ça? Et regardez mes Ouais. mics. Oh, oui, c'est vrai. On en a souvent Ouais. parlé dans les EMB, mais faites-le. C'est vrai que Mimic, on en a beaucoup parlé. Hum. Non, regardez les films de Guillermo. Ouais. Regardez-les. Oui. Regardez Le Labyrinthe de Pan, regardez Hellboy 2. Voilà. Regardez Blade 2. Il faut que je vois Blade 2, je l'ai jamais vu. Que beaucoup critiquent Blade 2, mais en fait, c'est un film à
À la Guillermo, encore une fois, il s'est dit, bah tiens, je vais pas juste me contenter de, voilà, je vais vraiment agrandir l'univers en ouvrant les portes extrêmement Oh grands. là, mon Dieu, c'est vampire. Et c'est un Ils étaient incroyables. très bon film. Ouais. Ouais, ils c'est sont chouette. cool. Et en plus, il y a Ron Perlman chauve dedans. Je pense que rien que ça, Oui, ça, voilà. ça peut voir le coup d'œil. Un réalisateur, de toute façon, qui a eu depuis le début la volonté d'iconiser Ron Perlman ne peut pas s'être trompé. Oui. Dans tous les cas. C'est pas un mauvais gars. Je crois que c'est son premier film américain qui est avec Ron Perlman. C'est vraiment son. Bah, c'était Alors, Mimic, non, son premier film américain. Attendez. Le premier américain, je crois pas. Non, c'est Chronos Chronos. Ah, ok, j'ai pas vu. Chronos. avec Ron Perlman. Mais Ouais. c'est un film mexicain. C'est un film messien. Donc effectivement, donc le premier vraiment américain, c'était Mimic et c'est avec Josh Brolin et Mira non, Sorvino. putain. En Il fait, faut vraiment que je le revoie. Qui Je l'avais m'avait vu sur Canal à Très l'époque. très j'avais adoré, ouais. surpris. Ah, moi je l'avais vu quand je travaillais dans un vidéoclub. Et je redis-moi me ça. souviens que j'avais pris une tôle parce que c'était, ouais, t'en attendais rien et j'avais été très 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 agréablement surpris par ce film. Bah, c'est quelqu'un. Bah, il me fait la sensation qu'il me fait, c'est un peu celle du réalisateur de Walk the Line. Je vais pas retrouver son nom. James Mangold. James Mangold. James Mangold, c'est quelqu'un qui fait son travail avec soin. Même si Mangold a pas une patte marquée, c'est quelqu'un qui fait son travail proprement. Putain de merde. Donc quand il fait Hellboy ou Pacific Rim ou Blade et qui peuvent être d'ignobles bisseries, ben, il le fait avec soin. Parce que c'est ça qu'on vous demande. On ne demande pas une histoire compliquée. Vous pouvez faire des histoires cons avec des gros robots ou un mec qui a des cornes rouges. Faites-le juste proprement. Parce que on n'en a pas parlé dans ce Frankenstein, mais il n'y a pas eu un moment où j'ai fait « Oh putain, mais c'est quoi ce faux raccord? C'est quoi cette merde d'écriture? C'est quoi cette caquine que tu as jetée sur le scénario ?» Ça. Voilà. J'ai attrapé un terroriste au passage, je le glisse. Ouais. Ouais, il est Il là. a pas chié ce soir. Pardon. Putain, il a l'air tellement moelleux. Il est fluffy time. Il passe un très bon moment visiblement. Oui, je c'est l'ai un un chat petit peu de forcé à kaiju. rester devant la caméra. Excusez-moi, j'ai l'impression d'être les parents de Jordi. Bon, les gars, un dernier mot pour la route ou pas? On est bon? Flex. Clutre. Parfait. Plus flex? Ok. Scrablux. Mais impeccable. Il me Allez. semble qu'on a été assez clair. Allez. Ouais, on était assez clair. On vous fait des bisous. Des bisous. Des bisous. Allez, des bisous. Ciao.